Bonjour à tous sur un nouvel épisode des batailles discrètes mais décisives consacrées à Constantin à travers 5 épisodes militaires qui ont marqué son règne. Tout d'abord, il y a Milvius en 312 qui est la bataille la plus connue et qui ne sera qu'évoquée. En effet, elle pourrait rentrer dans la catégorie des batailles célèbres mais surfaites, avec le fameux épisode de l'apparition en songe du chrisme chrétien à Constantin et la phrase In hoc signo vincis. Nous pouvons aussi parler de Cybalae et Mardia en 316-317 qui marquent un tournant dans l'évolution de la tétrarchie avec des relations complexes qui lient Constantin à Licinius. Mais ces batailles sont malheureusement assez obscures. Il y a également Andrinople en 324 qui est la plus marquante de la période et elle aurait pu rester sans lendemain si Chrysopolis en 324 également n'avait pas eu lieu. Ce sont ces deux dernières batailles qui vont faire de Constantin le maître incontesté de l'Empire romain, ce qui n'était pas arrivé depuis Probus en 282. Cela confirmera l'arrivée du christianisme, la confirmation du dominat et la fin de la tétrarchie instaurée quelques années plus tôt par Dioclétien. Pour ceux bien sûr qui n'auraient pas beaucoup de temps à accorder à ce visionnage, nous verrons que l'histoire militaire, mais aussi politique, économique et religieuse ont été bouleversées par ce très long règne de Constantin. En effet, la période 280 à 330 voit progressivement l'Empire romain se christianiser en dépit des persécutions, tout en expérimentant des formes différentes de pouvoir via la tétrarchie qui dure entre 286 et 324, sous une forme ou sous une autre. Cette période charnière est aussi pour les byzantinistes la période proto-byzantine qui s'ouvre. Au travers de ces batailles pour le pouvoir, les différents tétrarques imposèrent leur vision de l'Empire, passant des derniers reliquats du Principat au Panthéon classique à un dominat où la tolérance religieuse était enfin acceptée. Cette période de transition, riche en événements et souvent assez analysée, soit dans un sens très favorable à Dioclétien, soit sous le spectre d'une glorification de l'œuvre de Constantin, méritait, je l'espère, une petite heure et pas beaucoup plus, avec un petit peu d'esprit critique. En termes de plan, nous verrons en partie 1 la fin des empereurs illyriens et l'avènement de Dioclétien, avec la mise en place de la tétrarchie qui dure de 282 à 293, car il est impossible de comprendre la période constantinienne sans comprendre ce qui s'est passé avec Dioclétien. En deuxième partie, je vous propose d'aborder les particularités de la tétrarchie, telles qu'imaginées par Dioclétien, et les persécutions donc qui furent liées, déclenchées, sur la fin de son règne, et jusqu'en 311 de manière inégale, suivant la géographie de l'Empire. En troisième partie, nous verrons le délitement de la tétrarchie, qui commence à partir de 305 et qui se termine en 312, plus ou moins, avec la bataille du pont Milvius. Et d'une certaine manière, suivant les personnalités des tétrarques qui restent, cela aboutit aux premiers édits de tolérance religieuse. En quatrième partie, nous verrons comment s'articule cette fin de la tétrarchie entre 312 et 324, avec deux diarques qui restent, que sont Licinius en Orient et Constantin en Occident. À partir de 324, Constantin va devenir seul maître de l'Empire. Et enfin, en cinquième partie, nous verrons les conséquences à plus ou moins long terme, au moins jusqu'en 337, peut-être jusqu'en 361, et cela va aboutir à un empire romain plus ou moins unifié, fortifié, qui va effectivement entretenir des relations complexes avec les barbares. Nous ne pourrons pas tout à fait parler de bénéfices réciproques, mais presque, puisque l'Empire va entrer dans une autre période, une période d'expansion du christianisme, qui va également entraîner plus de conflits avec la Perse. Et on va pouvoir revoir toute la géopolitique autour de l'Empire. Commençons par l'année 282 et la mise en place progressive de la tétrarchie. L'œuvre d'Aurélien semble assez solide. Son successeur et ancien général, l'empereur Probus, gouverne honorablement l'Empire réunifié de 275. Il bonifie les terres, entretient les routes, repousse les barbares qu'il installe parfois comme colons sur les terres abandonnées par les Romains. Il s'agit du début des déditis ou des lettes francs
Alain, Bastarnes ou Sarmates qui viennent repeupler la Gaule ou la Thrace. De ce point de vue donc, et malgré quelques échecs, ces barbares vaincus et intégrés par Rome ne sont pas des envahisseurs, mais des installés qui sont imposables et mobilisables en cas de besoin, sans bénéficier de droits civiques dans l'Empire. Cela entretient aussi la confusion avec les colons romains qui sont attachés à la terre, mais en étant malgré tout des citoyens libres. Mais cela prouve qu'il n'y a pas eu d'invasion barbare, mais un changement des composantes de la population considérée comme romaine. Tout semble aller pour le mieux quand, comme un éclair au milieu d'un ciel serein, l'empereur Probus est assassiné par ses propres soldats, mécontents de corvées qu'il devait accomplir non loin de Sirmium, en Illyrie. Carus le remplace immédiatement, puisqu'il était en effet préfet du prétoire et donc le numéro 2 de l'Empire. Sa campagne, mal documentée mais victorieuse contre les Perses en 283, témoigne de la force retrouvée de l'armée romaine qui pille Ctésiphon et Séleucie du Tigre. Mais par un autre grand hasard, l'empereur Carus meurt foudroyé dans sa tente en pleine campagne, ce qui provoque une autre crise de succession. L'anecdote peut paraître insolite, mais elle montre aussi le souci qu'aura Dioclétien ultérieurement de vouloir parer à toute éventualité via la tétrarchie, afin d'éviter une discontinuité du pouvoir. Contrairement aux autres époques, les empereurs peuvent mourir, même stupidement, sans que l'Empire en pâtisse. Si les premiers dirigeants de l'Empire romain mouraient de vieillesse, que dire de tous les autres? Trajandès périt au combat en 251, Galien est assassiné en 268, Aurélien est victime par erreur d'un complot en 275, Probus d'une mutinerie en 282, et ce Carus est foudroyé en 283, ce qui montre bien que le pouvoir doit résister à ces interruptions brutales de règne pour que l'Empire demeure. Jusque-là, le futur Dioclétien n'est qu'un obscur commandant de cavalerie qui a gravi les échelons. Mais ce retour de Perse de l'armée romaine est compliqué. Si Carin, le premier fils de Carus, parvient à se faire reconnaître empereur par le Sénat romain, il connaît déjà un usurpateur. Quant à Numérien, le deuxième fils de Carus, une maladie le terrasse rapidement et son préfet du prétoire est devancé dans la course au pouvoir par le futur Dioclétien à Nicomédie, qui préfère l'assassiner. Les troupes qu'il dirigeait reconnaissent alors Dioclétien comme leur empereur, sans passer par une avalisation du Sénat. La situation semble donc très semblable à la crise du IIIe siècle, lorsque Valérien dut prendre le pouvoir en 253 avec un risque de fragmentation de l'espace romain en plusieurs entités politiques. Ainsi donc, en 283, lorsque Dioclétien parvient au pouvoir en Orient, il s'inscrit dans la continuité des empereurs illyriens. Il est le produit de toute l'évolution de l'Empire depuis Galien jusqu'à Probus. Gagnant d'une manière improbable contre Carin grâce à la trahison des troupes de son adversaire, Dioclétien s'impose comme seul maître de l'Empire dès 285. Mais cette étrange victoire à la bataille du Margus en 285 semblerait plutôt rendre hommage a posteriori aux troupes pro-Carin qui se seraient reliées à Dioclétien avant tout affrontement. Le manque de sources est encore très grand et la lumière ne se fait que pendant le règne de Dioclétien. C'est peut-être lié à un énième incendie de Rome en 283 qui brûle une partie de la ville et poussera Dioclétien à imaginer des capitales secondaires pour sa fameuse tétrarchie. Plus qu'un choix théorique qui bouleverserait l'administration, il pouvait s'agir d'une décision pragmatique, illustrant ainsi un état d'esprit tout à fait romain. La situation dont hérite Dioclétien en 285 est plus que fragile. Des usurpateurs ont été vaincus, et si l'Orient est relativement sous contrôle, la Pannonie a encore des velléités rebelles. La Thrace a été partiellement repeuplée sous Probus en 281 par des Bastarnes, et la Gaule par des Francs. Ces Lèdes sont soumis à une forte pression fiscale et sont en première ligne contre les peuples barbares. Sans reconnaissance de la part de l'Empire, ils peuvent se révolter, ce qui donne lieu aux fameuses bagaudes, des révoltes de paysans, d'esclaves et de mutins, qui éclateront périodiquement à partir de ce moment. La révolte carosienne, qui dure de 286 à 296, illustre aussi la défiance des élites, et parfois même de ceux qui sont envoyés mater la révolte. En effet, Carausius, chargé par le pouvoir central de mettre fin à les séditions, finit par rejoindre les rangs des révoltés. Combiné au pillage des Alamans, des Francs et des Burgondes, la Gaule est donc devenue un pays instable et dont l'économie n'est plus du tout florissante.
Pourtant, elle est toujours indispensable pour assurer la liaison avec la Bretagne et ravitailler le mur d'Adrien. C'est peut-être ce qui pousse Dioclétien à inventer, dès 286, la diarchie avec Maximien, un système à 2 empereurs, dont l'un, jovien ou jupitérien, garde l'ascendant sur l'autre, herculéen, chargé d'accomplir sa volonté et donc ses travaux. En effet, Dioclétien a de bonnes raisons de vouloir déléguer cette partie occidentale à quelqu'un de confiance, et qui est meilleur général que lui, tandis que lui se concentre sur le fleuron oriental qui est devenu l'Empire. Et il est difficile de dire si Dioclétien était moins bon général que Maximien, mais la flatterie est une manière de rendre hommage à son fidèle lieutenant. Et le palmarès militaire de Maximien en dit long sur ses capacités. En dépit de la révolte de Carausius, il stabilise également la Gaule et repousse vigoureusement les barbares au-delà du Rhin entre 286 et 293. Satisfaits du système, les 2 empereurs vont passer de la diarchie à la tétrarchie, donc le pouvoir de 4 empereurs, avec la création de 4 capitales d'équilibre, une par empereur, toutes proches de fronts militaires possibles, afin de continuer à stabiliser les frontières de l'Empire. Ce qui se passe alors est une véritable refonte des institutions romaines, qui n'avaient pas eu leur pareil depuis l'époque d'Auguste. Dioclétien se crée véritablement un clan, à défaut d'une dynastie, avec Maximien Hercule, qu'il adopte, et Galère, qu'il nomme son César, un empereur de 2e plan, à qui il fait épouser sa fille, Valéria, afin de s'assurer de sa loyauté. Retenez bien Galère, il est très important pour la suite. Galère, depuis Sirmium, peut donc à la fois veiller sur le Danube et prêter main forte aux expéditions contre la Perse. Nous verrons par quels moyens, puisque on ne sait pas également qui de Dioclétien ou de Constantin a été à l'origine de la division des légions entre les Limitanii et les Comitatenses. Pourquoi la Perse? Eh bien parce que Narsès, dont le règne dure de 293 à 302, est le premier sassanide à poser problème à l'Empire romain depuis les années 260. Quant à Maximien Hercule, son préfet du prétoire n'est autre qu'un certain Constance Chlore, dont nous savons peu de choses, hormis son teint pâle, puisque chlore veut dire non pas verdâtre mais pâle, et qu'il serait apparenté à Claude II le Gothique, l'ancien supérieur d'Aurélien, ce qui relie tout bonnement la période tétrarchique à celle des empereurs illyriens. Les hauts placés de l'Empire sont donc totalement issus de la période précédente. Et le fameux Constance Chlore, bien sûr, ce sera le père de Constantin. En 293, Constance Chlore est chargé d'administrer la Gaule et la Bretagne, tout en mettant fin à la rébellion carosienne. Il devient donc César d'Occident. Et ce fameux Constance Chlore, eh bien, il a eu au cours de ses voyages de soldats des amours non reconnus avec une grecque chrétienne, la fameuse Hélène, qui est donc la mère de Constantin. Mais il est également marié officiellement à une certaine Théodora, la belle-fille de Maximien Hercule, ce qui permet de souder les liens entre les tétrarques de manière matrimoniale. Officiellement donc, de 293 à 305, la tétrarchie est une expérience de pouvoir solide, parce que tout simplement, les tétrarques ont des liens familiaux proches entre eux. Trêves protège également solidement la Gaule et le Limès du Rhin, et c'est là où Constance Chlore gouverne. Et petit détail important, les légions du Rhin prestigieuses sont complétées en effectifs francs et germaniques, ce qui provoquera aussi bien l'effarement que l'admiration, suivant le point de vue adopté par certains auteurs antiques, qui peuvent craindre soit une barbarisation des légions romaines, soit le fait, quand ils adoptent un point de vue opposé, que le sang romain est renouvelé par un sang barbare qui est, dans ce cas-là, allié à Rome. Dans ce grand tourbillon qui semble emporter l'Empire en pleine métamorphose, l'Occident, qui semble être relativement tolérant envers la chrétienté minoritaire depuis l'époque de Galien, lors de la petite paix de l'Église instituée dans les années 260, se trouve un futur champion pro-chrétien en cette personne qu'est le jeune Constantin, attaché à sa mère. Au contraire, si Dioclétien n'apprécie guère les chrétiens, il ne lance encore aucune persécution.
La partie orientale a sans doute connu une assez grande diffusion du christianisme entre 260 et 285, et il ne faudrait pas pénaliser une portion significative de la population, même si Dioclétien aimerait renouer avec le glorieux passé romain et son panthéon traditionnel. Mais Dioclétien a d'autres priorités que pénaliser sa population par des persécutions. Il doit d'abord livrer une guerre contre les Perses, puis fortifier le Limès oriental en construisant la Strata Diocletiana. Autrement dit, le début de la tétrarchie est dans la continuité religieuse de l'ère précédente. Par conséquent, comment caractériser l'œuvre de la tétrarchie pour l'Empire entre 286 et 305 ? Quel a été le bilan du règne de Dioclétien pour favoriser à ce point la future ascension non maîtrisée de Constantin qui passa de 305 à 337 du statut d'usurpateur à celui de salvateur incontesté d'un empire en peine d'un second souffle. Tout d'abord, l'œuvre de Dioclétien semble être l'illustration du diviser pour mieux régner. Les anciennes provinces romaines sont redécoupées en diocèses, qui eux-mêmes renferment de multiples régions. Dans le millefeuille administratif qu'est devenu l'Empire, le rôle des chevaliers s'accroît encore au détriment des sénateurs, et ce sont les vicaires qui vont jouer un rôle croissant dans l'administration civile, tandis que les comtes et les ducs auront autorité sur le même découpage administratif, mais ayant une carrière à vocation militaire. Chacun étant mieux concentré sur sa tâche. Les territoires, plus petits, sont également mieux gérés. Le bas empire gère donc au mieux ses ressources amoindries par rapport au temps de son illustre prédécesseur, le Haut Empire romain. Pour renforcer la défense des frontières, les effectifs de l'armée romaine sont poussés à presque 400 000 hommes, ce qui est bien loin des effectifs de la Pax Romana, lorsque 250 à 300 000 soldats suffisaient. Pour ne pas se retrouver avec des usurpateurs sur les bras, Dioclétien a bien pris soin de morceler l'autorité via les Césars qui lui sont loyaux, les ducs qui ont une autorité sur une petite province et les commandants de légion qui n'ont parfois plus que 1000 hommes à disposition. Toute rébellion se retrouve donc très vite cantonnée et minorée. Le recrutement de la Légion continue de s'effectuer de manière traditionnelle, mais se renforce avec des volontaires, des barbares enrôlés, des fils de soldats, ou, fait nouveau à partir de 297, un contingent appelé en fonction de la surface de la propriété foncière, ce qui préfigure la féodalité durant le Moyen-Âge. Cette armée dioclétienne est donc plus nombreuse et défend bien les frontières, qui redeviennent étanches. L'empereur s'en assure d'ailleurs en renforçant le limès, ou plutôt les limès, et en bâtissant des forteresses, la pierre devant suppléer au nombre d'hommes. C'est d'ailleurs ce qui commence à caractériser le bas empire romain. Le manque d'hommes et l'abandon de toute doctrine offensive ou de conquête, avec un basculement de doctrine sur la défensive, même si des annexions temporaires sont effectuées en Transtigriane, aux dépens de l'Empire perse. Que ce soit par un contrôle des naissances, des méthodes abortives, l'infertilité liée au saturnisme, l'austérité des mœurs, la vogue du célibat masculin pour faire carrière, les épidémies qui ont sévi de 250 à 280, les guerres et les pillages, l'Empire romain ne semble plus être l'incroyable puissance au réservoir humain inépuisable qu'il était encore quelques décennies auparavant. Pour protéger les vies humaines en ces temps de péril, la construction de remparts se généralise pour les villes qui en ont les moyens, et des avant-postes viennent renforcer les limès d'Afrique au Danube. Alors est-ce que l'Empire est véritablement en déclin et en train de se claquemurer derrière des remparts? C'est une hypothèse qui nous fait penser à des arguments déclinistes. Et on serait tenté de rejeter ces arguments, puisque on est toujours en train de se dire « Oui, mais on a tellement parlé du déclin de Rome à partir d'une certaine date, qu'on est encore en train de faire une sorte de poncif sur, Rome décadente, allant toujours plus loin sur le chemin qui conduit à sa fin. »
Parce que vous lisiez du Eusèbe de Césarée ou du Lactance, vous avez toujours la même impression que Dioclétien n'était pas si bon que ça. D'un autre côté, les deux étaient des chrétiens et Dioclétien était un persécuteur de chrétiens. Vous imaginez bien qu'au niveau de l'image qu'il a laissée auprès des chrétiens, qui ont fait l'histoire ensuite, c'était pas extraordinaire. Même un historien plus récent, de 1948, comme Jean Bourdon, nous donne l'impression que l'Empire est malgré tout en déclin. Et donc là, c'est le XXe siècle, on est un peu plus objectif et raisonnable. Alors, pour vous donner juste une idée, malgré tout un peu plus chiffrée, il y a quand même quelques historiens qui se risquent à avancer des estimations, par exemple, pour la population de Rome, pour illustrer justement ce déclin démographique qui semble être vécu dans l'Empire. Alors on serait autour de 250 000 habitants, ce qui est moins que le million qu'elle a pu atteindre, Rome, sous Auguste, et cela explique aussi pourquoi il n'y a plus besoin du ravitaillement du blé égyptien pour la capitale historique de l'Empire. D'autres historiens affirment aussi avec raison que si dénatalité il y eut, elle fut effective dans les couches supérieures de la société, mais que les esclaves ou les barbares fédérés pouvaient continuer à avoir une bonne natalité. Et le regain de population, il aura lieu au 5e siècle, surtout dans le milieu rural. Ce qui peut expliquer que les auteurs antiques aient commencé à se lamenter un petit peu sur le sort de Rome, mais qu'en fait le déclin ait pris énormément de temps, puisque à partir du 5e siècle, Rome, du moins l'Empire, a de nouveau un regain de natalité, ce qui va lui donner plus de ténacité dans des temps encore plus difficiles que le 4e siècle. Ce dépeuplement relatif et cette pression militaire accrue sur l'économie ne sont pas sans répercussions sur la monnaie. Si en 285, l'auréus, la monnaie d'or, est revenue à son niveau d'avant 251 en termes de teneur en métal précieux, elle ne parvient pas à entrer assez en circulation. Trop thésaurisée par des propriétaires trop heureux de tenir à nouveau une monnaie de qualité et pas assez de produits, il aurait pu provoquer une déflation par diminution de la masse monétaire circulante. Mais il conduit à une inflation paradoxale par recours à d'autres types de pièces. L'antoninien, les folies et les deniers continuent de se déprécier. Cela pousse Dioclétien à réformer la fiscalité, exigeant le retour d'une imposition en nature, et à banaliser la province d'Italie et d'Égypte qui perdent leur statut privilégié. En effet, jusqu'à présent, les citoyens italiens bénéficiaient encore du fait que le reste des provinces de l'Empire leur avait été soumis, et ils ne payaient pas l'impôt. Désormais, seule la région de Rome échappe à la règle. Quant à l'Égypte, elle n'est plus propriété personnelle de l'empereur, ce qui éloigne la province de son accès direct au plus haut niveau, et davantage administrée par des correcteurs plus que par des gouverneurs. Cela a pu donner l'impression de déclassement aux sujets citoyens égyptiens. La frontière entre sujets et citoyens commence à devenir très floue à cette époque. Et cela a pu jouer dans la courte rébellion de 297-298, ainsi que l'intervention armée de Dioclétien pour ramener l'ordre. Le mécanisme d'inflation reste mal compris par cet empereur qui pense la juguler à coups de décrets, comme l'édit du maximum de 301, qui fixe salaires et prix avec de graves sanctions pour les contrevenants. Il en résulta une grande grogne et probablement un accroissement de l'économie de marché noir. Et comme les prix continuaient d'augmenter, deniers et folies, devenus monnaie de bronze, continuaient d'être dévalués, alimentant le cercle vicieux de l'inflation. On se croirait en pleine crise du IIIe siècle. Tel est donc à peu près le tableau que l'on peut dresser de la tétrarchie. Un empire romain convalescent mais temporairement stabilisé, avec de graves problèmes chroniques non résolus, tels que le poids de l'armée, l'inflation et la relative faiblesse démographique. Il y a donc assez peu de place pour des persécutions religieuses qui sont sans doute le cadet des soucis de Dioclétien.
Et pourtant, il va rentrer dans l'histoire comme l'un des plus grands persécuteurs à partir de 303. Pour bien comprendre la mécanique qui est à l'œuvre, il faut commencer à voir le changement de pouvoir qui va s'opérer à partir de 303 et qui va expliquer l'ampleur des persécutions jusqu'en 311 avant d'annoncer la venue de Constantin comme un sauveur pour les chrétiens et le fait qu'il soit célébré comme un grand empereur par les historiens de la fin de l'Antiquité. Cela nous amène donc à cette deuxième partie. Comment arrivons-nous de la fin de la tétrarchie jusqu'à Milvius, et le premier grand succès de Constantin en 312. Était-ce vraiment un affrontement du paganisme contre la chrétienté, par champion interposé, ou bien était-ce un conflit bien plus complexe que ce qui est généralement présenté? Et quand je dis que c'est une transition vers la partie 2, c'est même une transition vers la partie 2 et 3, car tout est intimement mêlé entre ce qui s'est passé d'un point de vue économique, politique, militaire et religieux. Tout bascule en quelques années. Comprenons d'abord l'évolution des liens entre Dioclétien et son César, Galère. Si au début de la tétrarchie, en 293, Dioclétien possède le prestige de l'Augusta et gouverne la partie riche et urbaine de l'Empire avec l'Orient, l'Égypte et la région du Pont, Galère dirige des parties plus pauvres, mais qui sont des bassins de recrutement pour les réputées légions danubiennes, renforcées d'auxiliaires goths et sarmates, avec une excellente cavalerie. Après quelques déroutes contre l'empire perse sassanide de Narsès, qui règne de 293 à 302, Galère est humilié par un Dioclétien mécontent. Mais Galère rétablit la situation et parvient à des victoires éclatantes, permettant un traité de paix favorable. Reconnaissant, Dioclétien lui permet même de lui attribuer les lauriers de la victoire, comme en témoigne encore l'arc de triomphe de Thessalonique, bâti en 299. En étant le gendre de Dioclétien, Galère est donc son successeur désigné en Orient, et son prestige s'accroît. Un parallèle peut d'ailleurs être tracé entre Constantin, de mère secrètement chrétienne, et Galère, de mère qui aurait été prêtresse païenne, pour expliquer l'attitude des empereurs envers la nouvelle religion qui se propageait à travers l'Empire. Naturellement hostile envers les chrétiens, dont la présence est plus grande en Orient, et qui pouvaient être vus comme des éléments perturbateurs, Galère influence un Dioclétien affaibli à partir de 303 pour déclencher les grandes persécutions de la fin de règne et qui durèrent jusqu'en 311 dans certaines parties de l'Empire. Par leur durée et leur intensité, ces persécutions furent les plus meurtrières et les plus mémorables, tout en étant également les plus inutiles, car l'essentiel de la population était prise de compassion envers les chrétiens. De la destruction de lieux de culte à l'exécution du clergé comme des fidèles, ces persécutions religieuses peuvent aussi expliquer l'affaiblissement chronique de l'Empire. Il n'était point besoin de barbares pour tuer des Romains, car les dirigeants s'en chargeaient très bien eux-mêmes. Il est également à noter que certains mythes ont la vie dure, comme celui des chrétiens qui auraient été massivement livrés aux fauves lors des jeux du cirque, afin d'assouvir les pulsions cruelles d'une foule païenne. Si vous allez au Colisée de Rome, il est bien marqué sur le monument historique qu'aucun chrétien n'est mort ainsi, du moins pas à Rome. Dans les provinces, le fait est possible, comme à Lyon. En revanche, certains barbares pouvaient être livrés en pâture aux lions dans les arènes des capitales provinciales, ce qui a également pu alimenter la confusion. À partir de 305, la situation politique se dégrade. Maximien Hercule et Dioclétien abdiquent conjointement, le premier par fidélité envers son ancien supérieur, le second en raison d'un état de santé dégradé. La deuxième tétrarchie se met donc en place, avec la promotion de Constance Chlore à l'Augusta d'Occident et celle de Galère à l'Augusta d'Orient. Mais le coup de théâtre est de taille concernant le choix des Césars. Car au lieu de choisir les successeurs logiques en termes de filiation, à savoir Constantin et Maxence, Galère préfère nommer son neveu Maximin d'Aia en Syrie et en Égypte comme César d'Orient, et Flavius Sévère en Italie
Afrique et Illyrie, comme César d'Occident. Flavius Sévère étant un ancien compagnon d'armes de Galère, il a assuré de facto la prise de contrôle de l'Empire romain par Galère. Seule demeurait Constance Chlore en Angleterre et en Gaule, dont l'état de santé se dégradait. Sa mort en 306 allait encore bouleverser les règles de succession tétrarchique. En effet, les troupes de Constance Chlore acclament Constantin comme leur empereur et comme Constance Chlore devait être l'Auguste Jovien, cette usurpation est de taille. Quant à Maxence, le fils de Maximien Hercule, il usurpe le pouvoir en Italie et rappelle son père de sa retraite afin de gouverner conjointement avec lui. Avec deux, voire trois usurpateurs sur les bras, Galère voit ses ambitions de règne incontestées tomber à l'eau. L'Empire romain de 306-311 se fragmente en 5 à 6 parties éphémères, centrées autour de capitales régionales. Galère à Nicomédie contrôle l'Asie mineure, les régions du Danube et la Grèce. Il est officiellement Auguste et persécute violemment les chrétiens. Maximin d'Aia, depuis Alexandrie, contrôle l'Égypte et la Syrie, et il fait du zèle pour plaire à son oncle en persécutant encore plus violemment les chrétiens et en détruisant leurs lieux de culte. Flavius Sévère devait gouverner depuis Milan ou Sirmium, ayant à la fois le contrôle de l'Illyrie et de l'Italie, mais il se fait renverser et tuer par Maxence en 307. Son règne n'aura donc été qu'un feu de paille. Maxence gouverne Rome, qui s'est soulevé. Et il ne contrôle d'abord que l'Italie et souhaite raviver les traditions romaines entre la religion païenne et le rôle du Sénat. Il ne s'intéresse donc pas plus que ça aux chrétiens, puisque lui souhaite plutôt rétablir le principat, et les persécutions s'arrêtent assez vite. Comme quoi Maxence n'était pas le plus grand adversaire de Constantin. Nous avons, puisque nous le nommons Constantin, qu'il règne depuis Eburacum, York, et puis ensuite Trèves, lorsqu'il revient en Gaule. Il gouverne avec l'appui des légions du Rhin, qui sont en partie composées de troupes franques et alamanes, nous l'avons dit, et il essaie de s'assurer du soutien de l'Hispanie, dont le rôle est assez crucial pour un empire des Gaules qu'il reconstitue. Il ne persécute pas les chrétiens par conviction ou par dessein, et il espère pouvoir s'assurer du soutien futur des populations opprimées par ses rivaux. Il est encore officiellement adepte de Sol Invictus. Et puis nous avons, dans ce chaos qui se crée au niveau de l'Empire pendant ces quelques années, Domitius Alexander, qui profite, par opportunisme, de la faiblesse des tétrarques pour régner depuis Carthage, où il était vicaire d'Afrique. Et lui procède à de violentes exactions contre les chrétiens, ce qui donnera lieu plus tard au mouvement donatiste, puisque les chrétiens doivent sacrifier aux dieux païens ou mourir, et il n'est réellement vaincu par Maxence qu'en 311. Cette crise majeure n'est donc pas sans rappeler une année des 4 empereurs en 68 ou des 5 empereurs en 192, mais avec une inscription plus grande dans l'espace et le temps. Pour résumer la crise en peu de mots, elle est caractérisée par le fait que la nouvelle tétrarchie de Galère écarte trop vite les héritiers des anciens tétrarques du système de Dioclétien. Il en résulte des usurpateurs qui sont Constantin et Maxence et qui apparaissent plus légitimes aux yeux du peuple. Pour l'historiographie la plus acceptée, l'empereur de Rome, Maxence, est celui qui apparaît comme le principal. Pourtant, son pouvoir ne s'étend qu'à l'Italie et ses ressources demeurent limitées. Et il n'est que le dernier avatar du principat dans un monde romain qui ne gravite plus autour de Rome, ce qui renforce cette impression de paradoxe ou de combat d'arrière-garde. Pourtant, Maxence va tisser des liens avec Constantin, puisque les deux sont considérés comme usurpateurs par les partisans de Galère. Mais leur alliance est extrêmement bancale. Si Constantin se marie en 307 avec Fausta, la sœur de Maxence, avec l'accord de Maximien, Maximien s'est aussi fait détrôner par son propre fils Maxence, acclamé par ses anciennes légions. Dans cette situation où le père, empereur ayant abdiqué, préfère son gendre à son fils, le rocambolesque ajoute à la confusion. La situation
reste extrêmement confuse, et il faut attendre 308 et la conférence de Carnuntum, avec un retour exceptionnel de Dioclétien à la vue publique, pour y voir un peu plus clair. Malheureusement, le vieux Dioclétien souhaite toujours protéger Galère, et ne donne pas plus de crédit à Maxence ou à Constantin, qui sont déclarés tous deux comme étant des fils d'Auguste, ce qui leur fait une belle jambe. Dans ce statu quo, seul Licinius remplace Flavius Sévère, décédé au cours du conflit contre Maxence, afin de créer un glacis en Illyrie. Et puisque Licinius rencontre Maximien, toujours révolté contre son fils, mais en bon terme avec Constantin, Licinius peut épouser la demi-sœur de Constantin, Flavia Julia Constantia, ce qui permet théoriquement de prendre l'Italie en tenaille entre les tétrarques plus ou moins légitimes et surnuméraires contre le rebelle Maxence. La crise reste donc extrêmement complexe, avec un Domitius Alexander qui prive encore une fois Rome de son approvisionnement en blé, ce qui force Maxence à prendre des mesures énergiques, voire même à réprimer des émeutes avec la garde prétorienne. Et celui qui le dit, c'est Timothy David Burns, donc un historien plutôt anglophone. Les anglophones s'intéressant peut-être davantage à cette période que les francophones. Toutefois, ce qu'il faut remarquer, c'est que dès 308, les persécutions sont grandement affaiblies, puisque chaque candidat pour le pouvoir a d'autres urgences à traiter afin de se maintenir. Et donc, si jamais vous pensiez que Constantin était en fait un vrai sauveur de la chrétienté, c'est pas complètement vrai, puisqu'en fait les persécutions sont grandement arrêtées avant même les premiers succès de Constantin. Constantin, en 308, il ne fait que défendre la Gaule contre les Bructères, un peuple germanique, qui va l'occuper jusqu'en 310, ce qui explique aussi son inaction jusqu'à cette date avant d'essayer d'aller en Italie, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les barbares qui pèsent sur les frontières extérieures. Donc chaque tétrarque, plus ou moins rebelle et plus ou moins légitime, n'a pas les mains libres. Il est obligé d'abord de défendre la frontière, puis d'essayer de marcher sur Rome, ou une capitale de la tétrarchie. Donc les seuls qui vont continuer réellement les persécutions, ce sont Galère et Maximin d'Aia, qui eux vont détruire des temples, exécuter des chrétiens, et parfois, causer quelques martyrs, malheureusement. Mais cela veut dire, dans cette situation que je décris, c'est que bien avant l'édit de Milan de 313, et sans que Constantin y soit pour quelque chose, les persécutions s'essoufflent. Mais quand vous regardez la situation de 308, il y a encore beaucoup de choses qui prêtent à s'ouvrir avec le recul de l'histoire, puisque Dioclétien fulmine toujours dans son palais de Split où il a sa retraite, et il est réduit à l'impuissance. Maximien s'estime toujours lésé par son fils Maxence et complote depuis Arles contre Constantin, occupé sur la frontière rhénane. Donc comme ça, c'est génial, tout le monde complote contre tout le monde. Maxence cherche toujours à s'imposer en Italie envers et contre tout. Domitius Alexander il cherche à résister à l'invasion de Maxence, et ils se battent en Italie et en Afrique, et il n'est pas encore battu, mais ça prendra bien 2 ans. Constantin, lui, se méfie de ses alliés forcés et aimerait bien être reconnu comme Auguste légitime, mais bien sûr il doit d'abord résoudre son problème de Bructère. Galère sent que les bottes de la tétrarchie sont bien trop grandes pour lui, mais il règne depuis Nicomédie et Antioche. Licinius il tente d'arracher le nord de l'Italie à Maxence, mais en vain. Tout ce qu'il va faire, c'est réussir à gagner l'Istrie. Et Maximin d'Aia, lui, il peut régner tranquillement sur l'Égypte et la Syrie, puisque justement ce sont des frontières plutôt calmes et qu'il est loin des zones de conflit. Donc si vous comptez bien, cela fait 7 à 8 heptarques, puisqu'il n'y a même plus de tétrarques. Et donc la force de Constantin, ça sera d'ourdir la trahison de Maximien, et de marcher contre lui après avoir fait la paix avec les barbares, en 310. Et il provoque de facto une guerre ouverte contre Maxence, puisque forcément il s'attaque à son père, et Maxence sera bien obligé de le venger. Mais le même Maxence, il a encore l'essentiel de ses troupes en Afrique, pour punir Carthage et Cirta, qui seront en partie détruites lors du sac des 2 villes rebelles,
et qui était menée par le fameux Domitius Alexander. Et c'est d'ailleurs en relevant ultérieurement les murs de Cirta en 313 que Constantin créera l'actuelle Constantine en Algérie, rebaptisée en son honneur. Donc toujours pour vous donner un aperçu du tableau général, pendant que Maxence rase Cirta et abîme, très probablement en partie sans tout détruire Carthage, eh bien Constantin est ailleurs. Lui, Constantin, eh bien, il est quelque part entre Autun, Trèves, Arles, Marseille, pour essayer simplement de stabiliser la Gaule, avant de pouvoir marcher vers le nord de l'Italie. Puisque prendre Rome n'est pas une mince affaire à cette période. Et le but serait peut-être d'établir une jonction avec les sinus. Mais ça, c'est la théorie. La pratique, ça va être un peu différent. Et j'ai en profité pour faire une petite digression, puisque dans une vidéo précédente, un commentaire me disait d'ailleurs « Mais comment se fait-il que l'Occident soit moins riche que l'Orient en 274 après la crise du IIIe siècle? Et comment se fait-il que cette situation s'aggrave ensuite pendant la période constantinienne ?» Voici une des explications. L'essentiel des combats qui décident de la fin de la tétrarchie, eh bien ils ont lieu en Occident, sans oublier les révoltes et les raids barbares qui font de la Gaule et du nord de l'Italie des régions sinistrées entre 270 et 310. Ajoutons donc à cela cette terrible répression contre Carthage et Cirta, conduite par Rufus Volusianus en 310, c'est le préfet du prétoire de Maxence, et on se rend bien compte que la seule région véritablement épargnée de l'Occident, en fait c'est l'Hispanie qui va jouer un rôle de plus en plus grand. Et d'ailleurs, c'est Ossius de Cordoue qui entre dans l'entourage de Constantin comme conseiller aux affaires chrétiennes. Preuve que le christianisme, phénomène urbain en cette fin d'Antiquité, a été diffusé par l'Hispanie, en Occident, à partir de l'Égypte ou de l'Afrique. Toutefois, alors je vais terminer ma parenthèse de pourquoi est-ce que l'Occident est moins riche que l'Orient. Et donc vous voyez bien que, alors que l'Orient est à peu près stable depuis l'Empire palmyrénien, et je vous invite à voir ma vidéo sur la reine Zénobie et l'empereur Aurélien, alors qu'il y a cette certaine stabilité politique avec peu d'invasions, et bien justement l'Occident, certes il y a un réservoir démographique, il y a des légions militaires qui sont, il y a des légions qui sont très réputées, très puissantes, donc il y a une forte présence militaire, mais il n'y a pas beaucoup de finances pour effectivement alimenter tout ça, et les villes sont beaucoup moins prestigieuses, beaucoup moins peuplées. Voilà, je vais terminer là cette parenthèse, et vous voyez bien que c'est difficile pour Constantin de mener une longue campagne, et il peut toujours pas, en 311, marcher sur Rome, d'autant plus qu'il doit repousser à Autun une nouvelle invasion barbare, ce qui indique quand même la profondeur des raids auxquels l'Empire romain était confronté. Et là, je vais peut-être vous mettre une petite carte pour vous rendre compte où est Autun par rapport à la frontière, et vous verrez bien le dilemme de Constantin entre défendre la frontière, essayer d'intercepter les barbares dans la profondeur stratégique, ou prendre le risque de marcher sur Rome et d'abandonner simplement, temporairement du moins, la défense du territoire gaulois. Donc il faut attendre toute l'année 312 et l'automne pour que les empereurs Maxence et Constantin s'affrontent à la bataille du pont Milvius, après plusieurs batailles de jauge dans le nord de l'Italie. Alors cette bataille du pont Milvius, d'un point de vue tactique, elle est très brutale, très frontale, elle ne présente pas beaucoup d'intérêt. Les deux armées s'affrontent d'une manière toute classique, pied à pied, en suivant les méandres du Tibre. La cavalerie constantinienne, plus déterminée et plus lourde, parvient à coincer son homologue adverse contre les rives, et les pontons de bois mobiles développés par les troupes du génie de Maxence s'effondrent pendant la retraite de la cavalerie de la garde prétorienne, entraînant la noyade du prétendant au titre d'empereur, et la victoire de Constantin, victoire embellie par cette vision du chrisme chrétien qu'il avait fait peindre au préalable sur les boucliers de ses soldats. Et d'ailleurs, certains universitaires contestent la possibilité de faire repeindre ou redécorer des milliers de boucliers en seulement une dizaine d'heures, puisque c'est vrai qu'il avait vu cette vision une nuit avant la bataille. Donc il fallait quand même faire vite pour, refaire un peu tout le décorum autour de la Légion. Alors, peut-être que cette substitution
simplement des emblèmes sur les boucliers des légionnaires, s'est étalé sur plusieurs mois, ou peut-être que ce ne fut qu'une construction historiographique de Lactance qui n'avait aucune réalité, ou peut-être que c'était tout simplement les Labrarum que l'on a vu par la suite. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que lorsqu'on va voir la notice des dignités bien des décennies plus tard, puisque cette notice est établie dans un empire chrétien, eh bien il n'y a aucune légion qui ne comporte de chrisme sur ses insignes, ce qui peut aussi simplement aiguiser ou interpeller notre esprit critique. Et peut-être donc que seule une partie de la garde impériale de Constantin a réellement arboré un bouclier au chrisme. Donc c'est pour vous dire que voilà, derrière cette bataille du pont Milvius, que l'on va souvent citer, eh bien il y a encore beaucoup de questions. Les sources antiques principalement citées, eh bien elles viennent en partie d'Eusèbe de Césarée, qui est un historien contemporain des faits. Ça, c'est très bien, parce que pour une fois, ce n'est pas une source qui est trop lointaine par rapport à l'action. Le souci d'Eusèbe de Césarée, eh bien, c'est son objectivité, puisqu'il est en faveur immodérée de Constantin dans ses écrits, et il a choisi de magnifier la bataille pour nous donner une vision un petit peu faussée, d'autant plus que la plupart des pays occidentaux sont à majorité chrétienne. Donc on a tendance à vouloir magnifier dans notre esprit le combat où les troupes chrétiennes, inférieures en nombre, auraient vaincu, eh bien, grâce à leur courage et peut-être l'aide de Dieu. Mais le nombre d'hommes au pont Milvius était très loin de ce que vous voyez dans certaines sources, puisqu'il n'y avait peut-être que 20 000 à 25 000 hommes de chaque côté, très loin de ce que l'on annonce parfois entre 100 000 ou 150 000, ce qui en ferait une bataille du siècle. Quand vous prenez quelqu'un comme Cowen qui cite ça, ça doit vous interpeller, parce que a priori 150 000, c'est l'ensemble de toutes les troupes du Comitatenses d'un tétrarque, ou de quelqu'un qui a une portion d'empire suffisamment grande, parce qu'il faut les entretenir, ces 100 à 150 000 hommes, et les coordonner est encore plus cauchemardesque. Tandis qu'une bataille de 20 à 25 000 hommes, ça c'est tout à fait envisageable. Du moins 20 à 25 000 hommes de part et d'autre. Et donc cette première bataille décisive de la période, elle est donc parfaitement floue, son déroulement est méconnu, et ça réduit cette bataille à une simple symbolique religieuse. Et les seules conséquences factuelles que l'on a après Milvius, c'est pour ça que j'aime bien dire qu'elle est célèbre mais surfaite, eh bien c'est l'élimination de Maxence, et le fait que Constantin puisse annexer l'Italie, puis l'Afrique. Forcément, Domitius Alexander n'est plus là, et étant donné la répression qu'il y a eu par Maxence, eh bien les habitants des provinces africaines doivent très vite se ranger derrière Constantin pour éviter le pire. Bon, après ils doivent être sans doute contents de savoir qu'a priori il sera pour la tolérance religieuse, mais c'est pour vous expliquer à quel point en fait l'Occident se range très vite derrière Constantin. Et puis il y a aussi d'autres coïncidences qui font qu'après Milvius, le paysage politique se dégage complètement. C'est des coïncidences, sans que Constantin en soit directement responsable. Par exemple, Dioclétien est mort de vieillesse, entre-temps. Bon. Et Galère, il est mort également en 311, suite à une maladie lente et douloureuse. Bon. Maximien, il s'est suicidé à Marseille en 310, après une rébellion ratée contre Constantin. Vous voyez, ça fait beaucoup de tétrarques qui ne sont plus là. Et Licinius, eh bien, il est en guerre contre Maximin d'Aia, puisque se dispute avec lui l'Empire d'Orient. Et il le vaincra en 313 à Ziralum, en Thrace, en faisant preuve de bonne capacité de tacticien. Capacité de tacticien qu'il semblera perdre après, en luttant contre Constantin. C'est toujours un peu très étonnant de voir cette différence de traitement que l'on a dans les écrits. On ne sait pas exactement comment il a battu Maximin d'Aia, le pauvre Licinius, qui n'a pas, je dirais, la part belle dans l'histoire par rapport à Constantin. Mais revenons donc à nos moutons. Ainsi donc, par un heureux hasard de circonstances, la bataille du pont Milvius devient magnifiée et vue comme fondatrice de l'œuvre constantinienne, alors qu'en 312, la partie d'empire de Constantin est encore un état très militaire, fondé autour de Trèves, qui commence seulement à émettre les futurs solidus, la future monnaie stable du bas empire romain et de l'empire byzantin.
Il vient de conquérir l'Italie, et Rome est assez dédaigneuse, puisque Rome aimait bien Maxence. Donc, vous voyez, ça fait un empire assez fragile autour de Constantin en Occident. La politique religieuse tolérante de Constantin s'inscrit dans une ligne politique connue, mais sa pratique du christianisme, à titre personnel, est plutôt détonnante, dans un Occident encore largement païen. Le Sénat ne retrouve pas non plus une once de pouvoir. Constantin, il s'inscrit dans la logique du dominat de Dioclétien. Et toutefois, il va augmenter le nombre de sénateurs. Il a besoin de renouveler la classe sénatoriale. Et il va créer des distinctions supplémentaires, comme les clarissimes, les perfectissimes, et complétés plus tard par les admirables, ou les illustrissimes. Je ne tenterai pas les admirabilissimes, mais vous voyez à peu près les petites distinctions supplémentaires qu'on peut faire dans le haut de la hiérarchie sociale. Et donc, ces nouveaux aristocrates de l'Empire romain vont fusionner avec ce qui reste des chevaliers et de l'ancien ordre sénatorial. Et ce changement d'institution, qui est vraiment effectif pendant le règne de Constantin, confirme aussi cette transition vers le bas empire et l'Antiquité tardive, où il n'est plus mention des vieilles luttes entre chevaliers et sénateurs. Ce qui était vraiment assez caractéristique du Haut Empire. Un coup, les empereurs préféraient les sénateurs, certains, qui étaient un peu détonnants, les chevaliers, et il n'y a plus vraiment cette dynamique avec Constantin. La lisibilité de tous les titres est beaucoup plus... comment dire ? Elle est beaucoup moins grande, voilà, on va tourner ça comme ça. C'est difficile de s'y retrouver dans tous les titres qu'il y a, et on sent bien que voilà, il y a une sorte de transition vers le Moyen-Âge, on est bien dans l'Antiquité tardive, ce n'est plus aussi clair qu'auparavant le fonctionnement des institutions de l'Empire. Certes, à partir de 312, tout devient beaucoup plus compréhensible. Il n'y a plus que 2 tétrarques, qu'on devrait même appeler des diarques. Il s'agit de Constantin et de Licinius, qui sont beaux-frères, qui plus est, ou des beaux demi-frères, si jamais vous avez bien suivi. Mais l'avènement de Constantin comme Auguste de l'Ouest ne marque pas le début de la tolérance. En réalité, c'est l'ancien persécuteur en chef, Galère, qui dès 311 promulgue l'édit de tolérance de Sardique, peut-être suggéré par Licinius, et également peut-être par repentir tardif d'avoir inutilement condamné des citoyens de l'Empire. Le christianisme devient donc autorisé 1 an avant la bataille du Mont Milvius, et Constantin le pratique à titre personnel. Voilà donc les petits repères qu'il ne faut pas oublier. Milvius était important, le fait que Constantin ait gagné cette bataille à l'ouest était sans doute important aussi, mais Galère, nullement menacé dans l'est de l'Empire, était totalement revenu sur la politique de persécution et avait fait un premier édit de tolérance à Sardique dès 311. Alors il va être confirmé par l'édit de Milan de 313, qui fait du christianisme une religion tolérée, et cet édit de Milan, il reprend l'esprit du texte précédent, et si cette date de 313 est beaucoup plus retenue dans la christianisation progressive de l'Empire, ou le fait que la religion romaine accepte le christianisme à partir de cette date, c'est parce que Licinius a vaincu Maximin d'Aia en 313, et qu'il n'existe plus aucun tétrarque qui resterait persécuteur. Donc, il y a une sorte de diarchie, de paix qui s'instaure, puisque les 2 nouveaux empereurs ont à minima des sympathies chrétiennes. Et pourtant, l'histoire a retenu Constantin comme champion de la cause chrétienne, et fait une part beaucoup moins belle à Licinius. Alors, pour quelles raisons ? Ça, c'est un peu complexe. Et même si on aurait pu imaginer une sorte de stabilisation de l'Empire avec 2 parties, l'une occidentale, dirigée par Constantin, beaucoup plus pro-chrétienne, et l'une assez tolérante, sans, on va dire, trop favoriser la chrétienté par rapport aux pratiques du culte classique avec le panthéon des gréco-romains,
nous allons voir qu'il y aura au moins 4 batailles beaucoup plus grandes en ampleur qui vont décider de l'affrontement entre Licinius et Constantin. Et la raison de cet affrontement, il n'est même pas religieux, il est vraiment intrinsèque à l'Empire romain, c'est l'ambition des hommes de pouvoir. Constantin est loin d'être parfait, et nous verrons aussi qu'il a des raisons de se méfier de Licinius. Ou peut-être Licinius a également des raisons de se méfier de Constantin, qui cherche à aller vers l'Est, puisque dans l'Est de l'Empire, il y a une population chrétienne beaucoup plus forte. Alors, que s'est-il passé pour avoir 4 batailles à minima entre les deux beaux-frères? En 313, tout semble beau fixe entre les deux parties de l'Empire, avec une rencontre au sommet entre Constantin et Licinius à Milan. Mais il faut regarder la politique de chaque empereur, qui pourra susciter la méfiance de l'autre. Si Constantin s'occupe toujours de repousser les barbares sur le Rhin, ce qui confirme sa politique de défense de la Gaule comme étant vitale pour défendre son fief politique, il s'occupe également d'affaires religieuses en essayant d'apaiser la querelle qui oppose les évêques de la province d'Afrique aux futurs hérétiques donatistes. Car oui, en 312, le christianisme sort de l'ombre pour passer dans la lumière, mais dès sa légalisation, il apparaît que le christianisme n'est pas uni. De nombreuses hérésies émaillent sa création en tant que religion, et il faudra toute l'énergie des pères de l'Église pour lui donner une apparence proche de celle que nous lui connaissons. En 312, ce qui va occuper Constantin est donc le fait que les donatistes ne pardonnent pas aux traîtres, aux fameux lapsi, aux chrétiens qui ont cédé pendant les grandes persécutions de Dioclétien et de Galère. Ce sont ceux qui ont sacrifié aux dieux païens pour sauver leur vie. Il n'existe donc pas d'opposition de dogme, mais d'attitude face aux rites religieux, et la crise donatiste durera un bon siècle. Constantin continue de se poser en rassembleur et favorise malgré tout le dialogue. Mais que se passe-t-il du côté de Licinius ? Licinius semble être pris de paranoïa dans cette tétrarchie finissante, et il déclenche une grande purge au plus haut sommet de l'État. Éliminant ses rivaux politiques, il tue les fils de Galère et de Sévère, la veuve et la fille de Dioclétien, ainsi que les enfants de Maximin d'Aia. La question que l'on peut se poser est comment le prend Constantin ? Peut-être n'approuve-t-il pas secrètement ou se réjouit-il de la disparition de certains ennemis communs, mais tuer la veuve et la fille de Dioclétien, à savoir Prisca et Valéria, ce n'était peut-être pas une bonne chose à faire, elles qui étaient des sympathisantes chrétiennes. D'autant plus que Fausta, l'épouse de Constantin, joue un rôle dans cette affaire, puisque elle aussi est la fille de Maximien Hercule, qui était l'ancien lieutenant de Dioclétien. Donc faut-il y voir un affrontement entre des clans tétrarchiques pro-Dioclétien et celui des anciens pro-Galère? La question est ouverte. Et jusqu'en 314-315, chaque empereur semble même batailler de son côté, l'un contre les barbares, l'autre contre les Perses, puisque Licinius doit également faire face à des invasions perses. Et en fait, cette séparation des conflits va permettre d'apaiser les tensions. Licinius va même reconnaître une certaine supériorité morale à Constantin. Et il ne va pas se mêler autant de questions de dogme vis-à-vis de la chrétienté ou de la tolérance religieuse. Pendant ce temps, Constantin met en place ce qui sera finalement une marque de fabrique des empereurs byzantins, à savoir des conciles religieux, où il intervient personnellement en faveur du clergé africain contre les donatistes, et la mise en place d'un système d'imposition sophistiqué permettant la circulation de la monnaie. Le chrysargire, impôt en or et argent, est inventé à cette époque, en plus de l'impôt en nature, permettant notamment la collecte des objets précieux et des fameux solidus. Et comme ils sont collectés, les solidus, on peut les refondre et les frapper de nouveau. Ce qui permet une remise en circulation, témoignant d'un ingénieux procédé pour disposer toujours d'un stock de métal qui se rodera assez peu, et donc ne nécessitera pas de toujours compléter par de l'extraction minière. Ce succès de l'impôt constantinien et du solidus finiront par enrayer la crise inflationniste du IIIe siècle et permettra la stabilité financière de l'Empire romain finissant, puis de l'Empire byzantin.
En Orient, Licinius ne semble pas faire preuve de la même créativité, mais il suit les initiatives de son collègue, pour ce que nous en savons. La crise entre Constantin et Licinius éclate véritablement avec l'affaire Bassianus en 316. Et pourtant, tout était fait avec de bonnes intentions de rétablissement tétrarchique. En se mariant avec Anastasia, la demi-sœur de Constantin, et en étant proche de Sénécio, un haut officier de Licinius, Bassianus était le César rêvé pour régner sur l'Italie et l'Afrique. De son côté, Julius Constantin était proposé pour régner sur l'Illyrie en secondant Licinius depuis Sirmium, laissant l'Orient aux beaux-frères de Constantin. Ainsi éloignés, les Augustes auraient eu des zones d'influence non frontalières, ce qui aurait pu limiter les frictions. Et malheureusement pour ce plan, il n'est pas approuvé par Licinius, et de surcroît, Bassianus est impliqué à tort ou à raison dans un complot visant Constantin. Ce complot étant rapidement étouffé, la guerre éclate entre ce qui est déjà l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Si les effectifs ne sont pas connus avec certitude, il est notable d'apprécier les évolutions de la Légion romaine sous Constantin en compilant diverses sources historiques concordantes et des travaux d'archéologues comme Michel Kaczynski. Pour les nécessités de la guerre tétrarchique, Constantin est celui qui officialise une lente transformation des légions initiées par Galien dans les années 260. Il s'agit des fameux Limitanei, chargés de défendre la frontière, et des Comitatenses, recrutés suivant leurs aptitudes jugées supérieures et leur dévouement à l'empereur. Si les Limitanei étaient des unités souvent capables, les Comitatenses regroupaient l'élite d'une légion. Le système a également pu être initié par Dioclétien, mais c'est véritablement Constantin qui l'officialise. Son armée romaine a aussi bien changé par rapport à l'époque d'Aurélien, où des troupes romano-gothiques privilégiaient la légèreté et la vitesse de déplacement. L'infanterie lourde est revenue à la mode, avec cotte de mailles et boucliers ronds, des casques étonnamment plus légers et plus articulés, et parfois des haches dans l'équipement des légions recrutées en Gaule. L'équipement des lettes pré-mérovingiens y est peut-être pour quelque chose, puisque les troupes de Constantin sont romano-franques. Avec l'évolution de la Légion en imitation de la phalange, la Légion de l'Ouest a donc un mélange de lances et de haches pour le contact, ce qui peut déstabiliser ses rivales d'autres diocèses de l'Empire. Ceci dit, la Spate ou Glaive Long équipe toujours ses troupes, mais pas les Plumbata ni les Pilum, puisque ceux-ci disparaissent petit à petit et que les Plumbata sont vraiment spécifiques aux légions illyriennes. En effet, le légionnaire du IVe siècle va commencer à se spécialiser suivant ses régions de recrutement, et en ce qui concerne les troupes de jet, il va pouvoir compter sur des unités spécialisées d'archers pour lui faciliter la tâche durant les escarmouches avant le contact entre premières lignes. La cavalerie, quant à elle, possède aussi des selles à arceaux et des éperons qui stabilisent le cavalier avant l'invention de l'étrier et permettent de très lourdes charges, préfigurant le chevalier de l'ère médiévale. Alors je vais faire une petite parenthèse. Oui, la cavalerie lourde va se développer pendant toute l'Antiquité tardive et l'ère médiévale et la Renaissance, avec de multiples inventions. Mais globalement, il n'y aura pas d'énormes différences entre les cataphractes de la fin de l'Empire romain et des chevaliers de la Renaissance. Je vais faire hurler les plus spécialistes et les plus techniques d'entre vous, mais franchement, on parle de petites optimisations, on parle pas de vraies différences. Même la diffusion et l'invention de l'étrier, que l'on pensait être réservée aux Avars en Occident, à partir du 7e, 8e siècle, cette diffusion de l'étrier aurait très bien pu intervenir bien avant, permettant justement des manœuvres de cavalerie beaucoup plus efficaces. Donc ça remet un peu en question le mythe de l'étrier. Alors, je continue par ma digression un peu technique. Des ateliers d'État ont été retrouvés à Trèves. Ces ateliers d'État fabriquaient donc des balises et des boucliers. À Autun, qui était une ville d'importance stratégique, on fabriquait des cuirasses. À Amiens et à Reims, plus versés dans l'art de la forge des épées, on trouvait bien sûr des épées, entre autres choses. Et enfin à Mâcon, qui équipait l'armée romaine en flèches, on a justement vu ces traces de flèches et d'arcs, ce qui
témoigne d'une petite révolution culturelle, puisque chaque ville qui équipe l'armée romaine est spécialisée, et surtout, l'arc n'est plus méprisé. Il est apprécié pour son efficacité sur le champ de bataille, et on se rend compte qu'après environ 3 ou 4 siècles de campagne contre des puissances orientales, telles les Parthes ou les Perses, et puis peut-être les barbares, qui ne méprisaient pas l'arc, l'armée romaine a enfin diffusé l'arc et les flèches dans ses légions, y compris celles de l'Ouest. Donc la machine de guerre très perfectionnée des légions romaines, sur les terres fidèles à Constantin, a de quoi vraiment produire massivement son équipement suivant les régions de la tâche. Cela montre aussi une légion capable d'utiliser plusieurs armes, entre l'épée longue, la lance, la hache, les flèches, la cavalerie et les balistes. Au niveau organisationnel, la Légion de cette époque semble avoir abandonné le niveau manipulaire, n'y voyant plus la nécessité, ce qui semble être une belle contradiction avec les écrits plus anciens qui vantaient l'avantage du manipule, dont Polybe. En revanche, la Légion organisée en phalange tardive est compacte, résistante, et peut-être plus redoutable encore au combat, enregistrant des victoires en Orient, là où les légions du Haut-Empire encaissaient des défaites retentissantes. Peut-être que le mur de bouclier est déjà une formation en vigueur, ou du moins elle se popularise pendant l'ère de Constantin. Et on la retrouvera bien sûr pendant Julien l'Apostat. Le dernier changement apporté est celui de la garde d'élite de l'empereur. Les prétoriens sont dissous et sont remplacés par les scoles palatines, une garde à cheval merveilleusement équipée et capable de charger sur le champ de bataille comme des chevaliers avant l'heure, ou des compagnons macédoniens tardifs, suivant le point de vue. Du côté de Licinius et de l'Empire d'Orient, les sources sont moins nombreuses car Lactance et Eusèbe de Césarée ont été moins enclins à le décrire. L'organisation des légions est très similaire, et il possède sans doute l'organisation en limitanei et comitatenses lui aussi, avec probablement des cataphractes et des archers de cavalerie, en plus d'une légion davantage en formation de phalange. Néanmoins, la différence principale serait liée aux lorica squamata de l'empire de Licinius. Alors que sont les lorica squamata? Ce sont des armures en écailles de fer qui confèrent une bonne protection contre les attaques de côté ou de taille portée de haut en bas, mais qui seraient vulnérables contre des attaques portées de bas en haut, à l'envers de l'imbrication des écailles, et également vulnérables face aux attaques perçantes de type estoc ou pointe de flèche. Alors je ne sais pas si vous voyez le drame arriver, peut-être d'un point de vue technique, mais il se trouve que Végès le dit dans certains de ses écrits, la Légion, surtout à l'ouest, a tendance à frapper de bas en haut avec ses glaives, même si ce sont des glaives longs. Avec une hache, je ne sais pas comment on peut faire, porter un coup de bas en haut, mais bon, vous voyez bien que l'armée de Constantin, a priori, devrait pouvoir découvrir des points faibles dans ses armures. Revenons donc à la chronologie. C'est donc en 316, en Pannonie, soit en Croatie actuelle, que vont s'affronter environ 20 à 25 000 hommes du côté constantinien et 30 à 35 000 du côté licinien. Le détail des manœuvres est peu connu, mais nous allons voir ce qui marque les affrontements du IVe siècle. Eh bien, il s'agit du rôle du terrain et du moral. En effet, c'est probablement dans une plaine assez réduite, qui a fait goulot d'étranglement, pendant la phase de déploiement, que les deux armées vont s'affronter. À Cybalae. Après une première phase d'échange de projectiles, la mêlée a lieu et dure toute la journée, ce qui est assez remarquable, car elle témoigne d'un engagement acharné de la part de chaque légionnaire. Gageons que l'équipement des légions de Constantin a pu déstabiliser celle de Licinius, si les auxiliaires francs combattaient avec des haches, ce qui n'était pas si habituel en Orient. Seule une dernière charge de cavalerie avec Constantin à sa tête remporte le succès à la fin de la journée. Si les pertes sont inconnues en Occident, mais suffisamment légères, celles des armées d'Orient sont assez lourdes, avec une moitié des effectifs qui est perdue. Cela ouvre d'ailleurs la voie vers Sirmium pour Constantin, qui se retrouve avec 3 capitales tétrarchiques sous son contrôle, à savoir Milan, Trèves, Sirmium. Constantin croit d'ailleurs poursuivre Licinius et en finir avec lui pendant l'hiver 316-317, où a lieu la bataille de la Mardia.
Terriblement indécise et s'étalant sur plusieurs jours, cet affrontement est encore une fois marqué par l'étirement en longueur des corps à corps. Les pertes et les effectifs sont inconnus, mais il est dit par des auteurs comme Eusèbe de Césarée, Lactance et Zosime, que malgré l'avantage des légions de Constantin, celles de Licinius parviennent à tenir bon et à se replier en bon ordre, en évitant d'être écrasées par des mouvements en tenaille. La Mardia provoque un dénouement inattendu. Licinius n'a presque plus d'armée, ses pertes ayant été trop élevées, il souhaite la paix. De son côté, Constantin a cru devancer Licinius en faisant marche vers Byzance, point de passage obligé pour gagner Nicomédie, alors capitale de l'Orient. Mais victime de sa propre audace, Constantin a trop étiré ses lignes de communication, et il a oublié son bagage et son trésor de guerre sans surveillance. Bagage intercepté d'ailleurs par les restants de l'armée de Licinius, avec quelques personnes précieuses de l'entourage de Constantin. Constantin a donc lui aussi des raisons de souhaiter la paix. C'est donc la paix de Sardica, l'actuelle Sofia en Bulgarie, qui va consacrer la nouvelle entente entre Constantin et Licinius en 317. Une nouvelle tétrarchie est mise en place, Constantin prend le premier plan, avec ses deux fils Crispus et Constantin II, qu'il nomme César. Licinius perd tous ses territoires occidentaux, Thrace exceptée. En revenant sur les terres qu'il administrait une douzaine d'années plus tôt avec Galère, Constantin doit donc être pris d'une curieuse nostalgie ou rêverie. Il envisage un instant de faire de Sardica sa nouvelle capitale de 318 à 321 avant de renoncer. Que se passe-t-il alors dans la tête du futur empereur unique? Que justifie ce tropisme des empereurs pour l'Orient depuis l'époque de Valère dans les années 250? Est-ce la richesse de la partie orientale? Peut-être. Les mythes culturels. Constantin songe à Ilion, l'ancienne Troie, pour jouer ce rôle, mais elle n'est pas encore sous son contrôle. Mais c'est pendant les courtes années 312 à 317 que la bascule du pouvoir s'amorce. Trèves a été désertée par Constantin et laissée à ses fils. Rome ne se dit pas le nouvel empereur, car trop païenne et trop remplie de la nostalgie du principat. C'est entre Sirmium et Sardica que le nouveau champion de la cause chrétienne passe son temps, tout en envisageant de conquérir l'Est sur Licinius afin de s'imposer comme chef de file des chrétiens. Et il est grand temps d'agir. Dès 318, un désaccord entre un simple prêtre et l'évêque d'Alexandrie s'envenime. La cause de la querelle est un différent sur la nature du Fils par rapport au Père dans la Trinité. Est-il l'égal de Dieu ou bien une créature inférieure à lui? Cela et d'autres considérations théologiques. De ce duel dogmatique entre, ça ne s'invente pas, Alexandre d'Alexandrie et Arius le Libyen, naîtra la discorde entre chrétiens pour plusieurs siècles, entre, alors, je suis pas un expert, sabellianistes, qui étaient donc les proto-chrétiens dominants, et aussi les futurs partisans du concile de Nicée, et arianistes, leurs opposants, puis considérés comme hérétiques. Arius, étant un formidable prédicateur, qui savait tourner en vers ses réflexions et ses prêches, il connaît un grand succès et ses pensées s'exportent vers la Libye, la Syrie, et de là, elles peuvent gagner la Grèce ou l'Afrique, déjà en proie à la crise donatiste. Vous voyez bien qu'en à peine 6 ans, 3 courants majeurs du christianisme commencent à se scinder et à faire des adeptes. Au lieu de tempérer les choses, Licinius semble ne pas intervenir et favoriser un équilibre entre religion gréco-romaine classique et christianisme. Constantin, de son côté, lance ses premières attaques contre ce qu'il considère être le culte païen et interdit certaines pratiques divinatoires. Durant ces cruciales années 317-323, il s'attire aussi la sympathie de certains clans goths qui, sans être fédérés, vont devenir moins hostiles, voire alliés à la personne de Constantin, puis de sa famille, ce qui aura une importance capitale au cours du IVe siècle. Cela permettra à la frontière danubienne d'être relativement stable, et même si les Goths sont barbares, ils sont plutôt dignes de confiance, ce qui est un atout dans un monde romain où les trahisons sont multiples. Bien entendu, cette alliance est obtenue après une âpre campagne conduite au-delà du Danube.
C'est au cours d'une de ces incursions en territoire caux que les armées de Constantin vont provoquer Licinius en entrant en Thrace, territoire qu'il occupe. Les légions fidèles à Constantin ont l'avantage d'être mobilisées et d'être expérimentées par des campagnes incessantes. Celles de Licinius sont dispersées et ne semblent pas avoir été très actives pendant les années de trêve. Bousculer l'Empire d'Orient est mal préparé face au dernier conflit de l'ère tétrarchique. Néanmoins, quand la bataille d'Andrinople en 324 se prépare, on a peine à croire la taille des effectifs qui s'y sont rencontrés. Si les sources les plus anciennes d'Eutrope ou Zosime peuvent toujours être partiales, celles de Michael Grant dans les années 1990 ne semblent toujours pas remettre en question la capacité à commander au-delà d'une centaine de milliers de soldats pendant l'Antiquité, même tardive. Le chiffre de 120 à 130 000 soldats pour Constantin et de 160 000 légionnaires, voire plus pour Licinius, ne semble donc pas faire sourciller plus que cela les spécialistes. Il s'agirait donc d'un affrontement total entre comitatenses. Avec de tels effectifs, chaque diarque aurait juste vidé les frontières en ne laissant qu'un soldat sur 3 monter la garde, pour en enrôler environ 2 sur 3 dans l'armée mobile. Pari risqué, mais faisable. Cela ferait donc d'Adrianople, ou Andrinople en 324, l'une des batailles les plus massives livrées par l'Empire romain, et contre lui-même. Les armées se seraient étendues sur 200 stades, ce qui fait environ 40 km de long. Il est donc logique de penser que de pareilles armées sont impossibles à commander, même si dans un silence relatif, la voix peut porter à une 50aine de mètres, et les trompettes militaires à un peu plus. Le commandant doit se déplacer à cheval ou envoyer des messagers pour coordonner le reste de ses troupes. Quand le champ de bataille ne fait que 2 km de long, ce qui est le cas dans beaucoup de batailles antiques et médiévales, en 4 minutes, et en vociférant ce qu'il faut, un commandant peut diriger son armée à condition d'avoir un cheval endurant ou des messagers loyaux capables de se déplacer à 30 km/h. Pour une ligne de 40 km de long, c'est impossible. Je ne suis pas un expert en endurance des chevaux, mais il vaut mieux ralentir l'allure à 15 ou 20 km/h. Il faut donc un peu plus de 2h30 pour qu'un commandant relaie ses ordres, pour coordonner ces différentes légions, avec les hypothèses que je viens de vous annoncer. Autant vous dire que n'importe quoi peut survenir pendant 2h30, et que des troupes désorganisées peuvent complètement être prises de panique, ou que des sous-commandements trop intrépides peuvent se lancer dans une attaque qui n'était pas souhaitée. Les deux armées vont donc camper sur les 2 rives de la Maritsa actuelle, ou l'Evros, en conservant l'appellation grecque, au beau milieu de l'été 324, sans trop oser s'affronter. Chacun se jauge, mais chacun n'ose prendre le risque de lancer une attaque. Il y a de quoi, puisque rarement de telles armées ont été réunies. Cependant, Constantin a mené plus de campagnes que Licinius. Et peut-être visionne-t-il davantage comment prendre de vitesse son adversaire en raison de l'inertie liée aux lignes de communication. Il fait alors preuve d'une certaine imagination, ce qui n'est pas sans rappeler la manière dont un Napoléon plus tard peut jouer avec le terrain en livrant combat où il l'a souhaité, mais en faisant croire à son ennemi que le véritable engagement se déroulerait ailleurs. Diversion et fausse déduction seront la clé de la victoire. En effet, Constantin a bien repéré une colline boisée qui domine un passage étroit, guéable et donc traversable. Mais il est sous surveillance. Sur cette colline, il serait possible d'installer des archers et d'y dissimuler de la cavalerie capable de traverser la Maritsa, puis de prendre position sur la rive méridionale. Mais tant que les berges sont solidement gardées, elles sont imprenables. Constantin décide alors de concevoir son plus beau stratagème. En faisant construire un pont en un point éloigné de ce passage, il commence à désinformer Licinius sur ses véritables intentions. Va-t-il tenter un passage en force avec des pontonniers? La manœuvre est crédible. Après tout, Constantin a déjà tenté des assauts frontaux lors de la guerre de 316-317. Licinius ordonne sans doute à ses troupes de se regrouper autour de lui. Mais comme la taille des armées est immense, il faut bien 2 heures, nous l'avons vu, pour que les légions liciniennes, étalées sur plus de 40 km, s'organisent autour du point de franchissement supposé du fleuve par Constantin et ses troupes. En cas de contre-ordre, il faudra donc 4 à 6 heures pour que son dispositif défensif reprenne sa place initiale. Constantin doit composer avec les mêmes contraintes, mais il a pris l'initiative,
ce qui lui donne l'avantage décisif, alors que Licinius ne fait que réagir avec une inertie trop longue. C'est un changement de paradigme par rapport à une bataille comme Pharsale en -48, où César pouvait calquer ses décisions sur celles de Pompée en étudiant l'armée ennemie pour mieux y faire face. Constatant que Licinius abandonne sa formation en ligne tirée, Constantin ordonne à sa cavalerie de franchir le gué, appuyé par ses archers, et d'anéantir le maigre rideau de troupes qui gardait la berge. Le reste de son infanterie doit s'engouffrer dans la brèche et poursuivre. L'ordre est clair et peut s'interpréter facilement, malgré la grande distance et la longueur de la chaîne de commandement. De son côté, l'armée de Licinius, proche du pont en construction, n'est même pas au courant que l'attaque surprise a déjà eu lieu. Celle qui forme l'arrière-garde du gué est attaquée sans relâche par la cavalerie, ou bien sous l'averse de traits d'archers, voire de l'infanterie qui traverse et accentue la pression. Pour Licinius, la nouvelle va arriver en même temps que le désastre. Ses troupes s'enfuient sans qu'il puisse avoir le temps de les réorganiser en ligne de bataille. Ayant l'avantage, les troupes de Constantin massacrent les fuyards et causent peut-être jusqu'à 35 000 morts. C'est une victoire éclatante pour Constantin, qui est désormais le maître de la Thrace. Obligé de se retirer en Anatolie, Licinius possède encore de larges ressources pour poursuivre le conflit. Cette bataille d'Andrinople en 324 est un revers magistral, mais elle n'est pas décisive à elle seule, c'est l'enchaînement fatal qui mène à Chrysopolis qui le fera. En effet, Licinius aurait pu arrêter les troupes de Constantin lors de la bataille de l'Hellespont, où des centaines de navires de guerre romains occidentaux et orientaux s'affrontent. Mais Crispus, le fils de Constantin, s'avère être un amiral compétent, et la petite flotte de galères occidentales navigue mieux dans le détroit du Bosphore. La flotte plus massive des galères orientales est moins à l'aise. Comble d'infortune, elle est détruite par une tempête le lendemain. Ceci dit, il faut prendre les mots de Zosime avec un certain recul. La description ressemble étrangement à un poncif inspiré de la bataille de Salamine, et prive Crispus de véritable laurier de la victoire, faisant de la défaite de la flotte de Licinius, la conséquence d'une catastrophe naturelle. Quand on sait qu'il y eut par la suite des tensions entre Crispus et son père Constantin, ce récit est donc à prendre avec prudence. Toujours est-il que par le talent de Crispus ou le déchaînement des flots, Licinius, privé de sa marine, ne peut plus interdire le débarquement en Anatolie des légions constantiniennes, aidées dans l'opération par les habitants de Byzance. Après avoir esquivé une nouvelle fois des forces fidèles à Licinius, Constantin, qui semble être un maître méconnu des opérations de diversion ou des chemins de traverse, tombe sur les armées de son adversaire. Les forces sont comparables et la tactique est inexistante en ce tumultueux mois de septembre 324, lorsqu'éclate la bataille de Chrysopolis. L'affrontement semble avoir été bien plus religieux, puisque les troupes constantiniennes se rassemblaient autour du Labarum, un signe chrétien, reprenant le chrisme légendaire de Milvius, et que les légions liciniennes arboraient plus des enseignes traditionnelles. La bataille paraît avoir été un choc brutal de part et d'autre, sans subtilité aucune. Constantin en sort victorieux, en faisant capturer ultérieurement son rival. C'est ainsi en 324, après 39 ans de diarchie puis de tétrarchie, et à nouveau de diarchie, que l'Empire romain se retrouve avec un seul empereur. Mais qu'est-ce que ce dominat va permettre, maintenant que le Sénat a été éloigné des lieux de pouvoir et que l'empereur chrétien à titre personnel, dans un monde encore largement polythéiste, déserte Rome pour se retrouver dans une autre capitale. Les conséquences de cette unification sont nombreuses, autant à court terme qu'à long terme. Et c'est là où nous allons entrer dans la partie 5 et dernière, puisqu'il y aura beaucoup moins de combats, mais on verra qu'est-ce que cette unification a permis. Pourquoi 13 ans d'un règne sur la totalité de l'Empire romain, ce qui est unique au IVe siècle, va finalement souder l'Empire, lui donner un nouveau souffle, lui donner carrément une nouvelle identité. L'un des premiers soucis qu'a Constantin, c'est d'unifier la chrétienté et d'éviter les nombreuses divergences du culte, en convoquant notamment le premier concile de Nicée en 325, notamment afin de concilier les points de vue entre l'Église issue du sabellianisme d'Alexandrie et l'Église arianiste de Syrie et de Libye.
Certains mouvements minoritaires ne sont pas représentés, et la conciliation entre différents courants est impossible. Mais ce premier concile de Nicée va donner naissance à une première église officielle et une doctrine acceptée. Ce christianisme primitif, encore mal codifié, sort à peine de l'ombre, mais va trouver en la personne de Constantin son premier mécène politique. Ce christianisme nicéen n'est absolument pas centré autour de Rome, comme il le sera par la suite. Pas moins de 5 villes intellectuelles seront des foyers de la foi nouvelle. Jérusalem, alors 2 fois sainte, va prendre de l'importance. Alexandrie, la savante, va se prendre de passion pour la théologie. Carthage, la donatiste, n'en sera pas moins un centre chrétien important. Antioche, la prestigieuse, relaiera en Anatolie et en Mésopotamie la propagation du culte. Et pour finir, la petite Byzance, rebaptisée soudainement en Constantinople, deviendra dès 324 le symbole du nouvel empire romain, en étant la deuxième Rome chrétienne. Les villes occidentales sont encore assez peu christianisées et l'évêque de Rome, qui n'est pas encore tout à fait le pape, ne bénéficie absolument pas de la primauté morale. Naturellement, tant que Constantinople n'est pas une capitale fonctionnelle, car encore en pleine construction, jusqu'à l'inauguration de l'hippodrome en 330, des villes issues de la tétrarchie comme Nicomédie ou Nicée, à l'héritage bithynien, car la Bithynie était l'allié des Romains pendant la fin de la République, ce qui lui a épargné les ravages de Sylla, peuvent jouer un rôle tant spirituel qu'économique. L'empire de 324 est donc un empire avec plusieurs centres de gravité. Au-delà des villes christianisées, il faut rajouter des villes d'importance économique et militaire, comme Milan, qui avait commencé à détrôner Rome pendant le règne de Galien, puis pendant la tétrarchie. Il y a également Trèves, qui reste la capitale des Gaules et la forteresse veillant sur le Rhin. Ce rôle de Milan va aussi devenir religieux, notamment lorsqu'Ambroise de Milan, né à Trèves, en deviendra l'évêque et l'un des pères fondateurs de l'Église. Notons aussi qu'Hippone aura un certain essor en Afrique, en étant la ville de Saint-Augustin. Toutes ces villes ne sont pas nouvelles, mais sont des grands centres urbains de ce début du IVe siècle. La seule véritable création de ville reste Constantinople, qui dynamise ce qu'était Byzance, et va assurer ce trait d'union ô combien nécessaire entre l'Orient et l'Occident, permettant à Constantin d'être sûr que ses troupes vétéranes de plusieurs campagnes, à la fois franques, goths, sarmates et romaines, peuvent aisément passer en Orient si le besoin s'en faisait sentir. Cet empire romain décentralisé, en passe de devenir chrétien, possède néanmoins plusieurs problèmes nouveaux. Le premier est la question perse. Si une guerre avait marqué les années 290 à 300, le front était calme depuis l'avènement de Licinius, entre un monarque vieillissant et des visions communes de part et d'autre du limès. Mais l'année 325 marque l'accession au pouvoir du puissant Shapur II, côté sassanide, et il régnera jusqu'en 379, faisant de l'Empire perse un état stable par sa longévité sur le trône. Or, le fait que les chrétiens aient essaimé en Mésopotamie et que l'empereur romain soit chrétien va créer une dynamique d'affrontement qui n'existait pas alors. Les Perses vont se mettre à se méfier des chrétiens, considérés comme des sujets peu fiables, car enclins à souhaiter une conquête romaine, et il y aura parfois des persécutions côté perse. De l'autre côté, les Romains n'auront de cesse d'essayer de protéger les chrétiens de l'autre côté du Tigre et de l'Euphrate. De terribles conflits romano-perses seront donc relancés tout au long du IVe siècle. Cela donne l'impression que l'Empire romain est sur la défensive et n'ose plus conquérir de nouveaux territoires sur les barbares, à l'ouest, mais en fait, il progresse entre deux revers en Orient, consacrant toute son énergie contre les Perses. L'Empire romain est donc nullement sur une doctrine toute défensive. Un deuxième problème de l'Empire constantinien concerne la monnaie et les finances. Le succès du solidus enraye durablement l'inflation, mais une partie des stocks d'or sont issus de la fonte des trésors des temples païens de l'Empire. Cette manne n'est pas inépuisable. Certes, l'Empire peut piller de temps à autre les barbares, ou quelques villes perses, mais il vit sur ses réserves de métaux précieux patiemment constituées pendant le Haut Empire et la République, considérés comme sacrés tant que les Romains étaient polythéistes. Cela donne une impression de santé économique retrouvée, mais cette prospérité du IVe siècle reste fragile de l'avis de la majorité des historiens et difficile à pérenniser. Après, encore une fois, ce que je dis est sous réserve de confirmation concernant tout ce qui est stock d'or.
En dehors de l'aspect purement financier, toute l'économie romaine semble désorganisée par rapport à ce qu'elle était au IIIe siècle. Des villes comme Cyrène peuvent être détruites par un tremblement de terre en 365 et manquer de silphium, une plante médicinale surexploitée qui faisait sa richesse. La ville est donc lentement abandonnée, même sans invasion barbare. Bien sûr, sous le règne unique de Constantin, entre 324 et 337, ce déclin ne semble pas effrayer les chroniqueurs qui se concentrent sur des phénomènes plus visibles, comme Salamine elle-même, détruite en 333 par un tremblement de terre. Toutefois, l'ensemble des villes se recroqueville derrière des remparts et est partiellement délaissé au profit des campagnes, du moins lorsque c'est possible. Des régions plus arides comme la Syrie connaissent également des traces de famine, et il n'est pas impossible que le volcanisme ait créé des années froides et sèches, provoquant des récoltes insuffisantes. Des villes comme Autun, Augustodunum, ou Lyon, Lugdunum, qui a été riche de 35 000 à 70 000 habitants, ont également mal vécu les guerres tétrarchiques et les raids barbares entre 290 et 310. En revanche, des villes comme Vienne et Arles connaissent un certain essor et bénéficient du redécoupage administratif de Dioclétien et de ses successeurs. Une ville comme Constantine, en revanche, ne reviendra plus au plan qu'elle occupait sous le nom de Cirta, en raison de la répression de Maxence. Voilà pour un petit tour d'horizon d'une sorte de recomposition urbaine. Troisième problème émergent des années 320 et 330, comment gouverner après la tétrarchie? Si Constantin était redevenu empereur unique, il ne met pas réellement fin à cette expérience collégiale du gouvernement, car il promeut certains de ses fils, comme Constance II ou Crispus, au titre de César, sans qu'il y ait de nouvelle Auguste, hormis Fausta, la femme de Constantin, qui par son titre d'Augusta, est jusqu'en 326 son égale juridique. En ayant de nombreux fils, Constantin peut compter sur leur soutien pour étendre l'Empire au-delà de ses frontières habituelles pendant une courte période. Les champs d'écumates sont réoccupés via le royaume client d'Alémanie, une Sarmatie nord-danubienne est temporairement créée, bordée par une Dacie soumise et une Gothie au-delà de l'embouchure du Danube pendant les années 330. Les Goths, qui avaient longtemps été ennemis ou alliés de Constantin et de Licinius, suivant les tribus ou les pactes, s'engage même à fournir jusqu'à 40 000 hommes dans les corps auxiliaires des légions. Dans cet empire hypertrophié, taillé pour les cothurnes de Constantin, la question de la succession se pose. Plus question de réserver l'empire aux meilleurs comme autrefois, ni de le réserver à un éventuel gendre dont on aurait fait monter les échelons comme Dioclétien avec Galère. Non, Constantin établit un principe dynastique avec partage de l'empire entre ses fils et ses neveux. Cela va annoncer une grande période de troubles qui durera de 337, la mort de Constantin, à 361, lors de l'avènement de Julien l'Apostat comme empereur unique. Pendant ces querelles de prétendants au trône, la religion servira les divergences entre candidats et l'empire sera parcouru de conflits entre arianistes, nicéens, païens et autres courants moins majoritaires. Constantin n'a donc pas réglé les problèmes de continuité du pouvoir autrement que par la force et la naissance, ce qui fait de lui un souverain quasi médiéval. L'Antiquité est bien tardive avec un empereur chrétien qui se comporte en roi, et non plus en premier des citoyens d'institutions qui se voulaient encore républicaines. En témoigne de cette féodalité première, qui n'est pas sans rappeler les partages de l'État à la Franque sous les Mérovingiens ou les Carolingiens, outre le fait que les propriétaires terriens devaient fournir des recrues aux légions, eh bien le statut des colons romains, qui évolue pour devenir très proche de celui du serf médiéval. Leur statut d'attachement à la terre qu'ils cultivent devient même héréditaire, et il leur est toujours aussi formellement interdit de la quitter. Même leurs propriétaires ne peuvent plus les déplacer d'une de leurs possessions à une autre, sauf à l'intérieur d'une même unité de découpage fiscal. Les serfs et les propriétaires terriens, qui ne sont pas encore des seigneurs, existent donc dès le IVe siècle. Certes, il existe aussi des esclaves, mais une certaine pénurie se fait sentir, preuve que l'Empire a du mal à faire des conquêtes. De plus, le christianisme commence à transformer les mœurs. Dès le règne de Constantin, à Beyrouth, les combats de gladiateurs s'arrêtent, témoins de la déjà forte christianisation de cette région. Certes, ils continueront dans d'autres régions de l'Empire, mais désormais les Romains se tournent vers la foi plus que vers les distractions de l'arène. Ce qui est d'ailleurs construit à Constantinople n'est pas un nouveau Colisée, mais bien un hippodrome, jugé plus civilisé,
en termes de loisirs, ce qui n'empêchera ni les émeutes, ni les paris. Bref, dans cet empire constantinien, la population change, tant par ses aspirations que par ses statuts. On est beaucoup plus proche d'une population qui évolue vers un état médiéval que vers une population antiquisante. Et lorsque vous lisez des œuvres d'historiens qui parlent de féodalité qui se met en place après Charlemagne au IXe siècle, en fait, vous vous dites, oui, c'est entièrement vrai, mais en fait, ça existait, ça préfigurait déjà pendant l'ère de Constantin. Enfin, il y a une quatrième dialectique qui est posée par Constantin, ce sont les rapports entre pouvoir et religion. Si jusque-là les empereurs romains avaient pu gouverner comme étant les garants d'une religion traditionnelle, polythéiste, sans se mêler du dogme, Constantin, en étant le défenseur du christianisme et en cherchant à créer une seule religion plutôt qu'une multitude de cultes chrétiens, va créer un précédent. Désormais, l'empereur, qui est encore grand pontife, doit théoriser ce qui est la bonne croyance auprès des évêques. Et cette vie religieuse effervescente va être une constante de l'Empire romain tardif puis byzantin. Contrairement aux empereurs médiévaux, l'empereur de Constantinople n'a pas besoin de la validation du pape pour être confirmé dans son titre. Et c'est d'ailleurs même lui qui peut influer sur la nomination de puissants patriarches locaux. Toutefois, ces membres du clergé peuvent ensuite s'avérer être de farouches opposants des empereurs, initiant un cycle très conservateur. L'empereur devient obligé d'être féru de religion et d'être lui-même exemplaire au regard de la morale chrétienne, sous peine de subir une forte opposition. La tâche est donc ardue, car en plus d'être un bon militaire, un bon administrateur et un bon orateur, et d'avoir le sens du commerce pour l'Empire, il se doit d'être un chef de file religieux, ou à défaut un conciliateur, lorsqu'une querelle théologique éclate. Trouver une telle personne politique devient rare, ce qui va expliquer le morcellement progressif de l'Empire et sa relative paralysie face au changement. Car oui, être empereur devient une tâche de plus en plus difficile. L'une des causes de l'effondrement de l'Empire romain, c'est aussi parce que obtenir toutes ces qualités chez un chef d'État, c'est quasiment mission impossible. Il serait même possible de se lamenter que les énergies intellectuelles du IVe siècle se soient tournées vers la foi plutôt que vers la science, aucune découverte notable n'ayant été faite pendant ces années. Le débat religieux, au contraire du débat scientifique, ne peut s'appuyer sur l'expérience pour progresser. Néanmoins, toute cette production intellectuelle passionnée permet d'établir une nouvelle morale, une philosophie qui s'avérera utile et qui marquera profondément la culture du Moyen-Âge et à travers lui notre époque même. Les Romains du IVe siècle nous paraissent bien plus proches de nous et les édits de tolérance nous semblent bien adaptés dans notre propre société occidentale devenue cosmopolite. Cette tolérance des édits de Sardique et Milan en 311 et 313 sont donc à se remémorer pour permettre un renouveau et un apaisement de la société. Par conséquent, sous le règne de Constantin et de ses successeurs directs, l'Empire romain fait moins de découvertes scientifiques par rapport au IIIe siècle, non pas parce que les esprits sont moins brillants, mais parce qu'ils sont tournés vers toute une sorte de codification de la croyance chrétienne. Et cela n'est rendu possible que par le long règne de Constantin sur l'intégralité de l'Empire. Et si on commence à faire en dernière partie le bilan de l'œuvre de Constantin à court et long terme, les années 324 à 337 paraissent étrangement paisibles et sont en réalité pleines de petits conflits et de conspirations ou de guerres en préparation. Constantin, par exemple, fait même exécuter son fils aîné, Crispus, et son épouse, Fausta, pour des raisons encore débattues, cédant à la tentation de purge, comme Licinius autrefois. Alors, pour la petite anecdote, on raconte que Crispus aurait séduit Fausta, sa belle-mère, et qu'apparemment ces accusations étaient fausses. Donc Constantin a fait, je crois, égorger Crispus et ébouillanter Fausta pour les punir. Pour vous dire que il ne plaisantait pas trop avec ces notions de famille et de fidélité. Après, cette légende noire n'est pas confirmée.
On a juste une disparition surprenante des sources, tant de Fausta que de Crispus. Voilà, ils disparaissent donc dans un trou noir entre 326 et 329. Toutefois, pendant cette période de 324 à 337, la paix est maintenue avec la Perse et les barbares semblent rentrer dans les rangs de la Légion sur une frontière rhénane et danubienne temporairement stabilisée. La chrétienté se propage, mais suivant des dogmes mal maîtrisés. Le conflit entre Athanase d'Alexandrie, intransigeant, et Arius se poursuivant, eh bien, rien n'est réglé. Réfugié en Illyrie, le même Arius trouvera un écho favorable avec Eusèbe de Nicomédie, et plus tard Wulfila, le fameux évêque qui convertira les Goths. Les divergences de dogmes sont donc à craindre entre empire romain et barbares temporairement alliés sur un temps plus long. Et c'est exactement ce qui se produira dans les décennies puis les siècles à venir, puisque l'arianisme sera source de conflits entre les fils de Constantin, et il alimentera des conflits jusque sous l'ère de Charlemagne. Rien que ça. Quant à la personne de Constantin, c'est encore aussi très difficile de trancher. Constantin était-il vraiment chrétien pendant toute cette période, puisqu'il passe d'une croyance en Sol Invictus au début des années 300 à apparemment un baptême qui officialise son entrée dans la religion chrétienne en 337, sur son lit de mort presque, par Eusèbe de Nicomédie, qui lui-même était un partisan d'Arius. Eh bien, il est difficile de trancher sur la croyance de Constantin. Certains vont même prétendre qu'il n'était que catéchumène, à savoir quelqu'un qui s'instruit dans le but de devenir chrétien. Et comme tout le dogme chrétien n'est pas encore très bien structuré dans cette période, il peut peut-être se déclarer chrétien dès 312, mais n'être baptisé qu'en 337. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop catégorique. Et cette hésitation permanente de l'empereur et de l'empire va se retrouver tout au long des années 330 à 360, notamment lorsqu'il y aura la succession de Constantin. Puisque, nous l'avons vu, il avait de nombreux fils. On va détailler un tout petit peu. Alors, faisons le point sur la situation en 337, lorsque l'Empire se retrouve plongé dans une guerre contre l'Empire perse, puisque Constantin se sentait suffisamment bien pour déclencher une guerre contre la Perse, avant de tomber gravement malade et de mourir. Ironie du sort, ce conflit contre la Perse, qui devait être sans doute de courte durée, car bien maîtrisé par un empire qui avait retrouvé sa force et son unité, allait en fait devenir un calvaire de longue durée pour l'Empire, puisque pendant plusieurs siècles, l'Empire romain et la Perse seront sporadiquement en guerre, sans qu'il y ait de vainqueur. Donc en 337, très vite, il y aura une lutte sans merci entre les fils et neveux de Constantin pour se partager le pouvoir, et l'Empire est alors partagé entre 4 Césars et aucun Auguste, puisque Constantin était le seul à être resté avec le titre d'Auguste. Et donc cette survivance de la tétrarchie, Constantin n'avait pas pu s'en débarrasser totalement, puisqu'il n'a sans doute pas voulu trop modifier les usages, comme tout dirigeant romain. Il y avait une sorte de continuité dans le changement. Donc lorsqu'on dit que la tétrarchie s'effondre avec le règne de Constantin, c'est vrai, et pas complètement, puisqu'il y a des survivances tétrarchiques, même après le règne de Constantin. Bon, c'est la petite parenthèse, mais regardons donc tous les fameux fils de Constantin, je vais y arriver, la partie occidentale de l'Empire, qui va regrouper les Gaules, l'Hispanie, la Bretagne et une partie de la Maurétanie, elle est attribuée à Constantin II, l'aîné des Césars, qui accueille à Trèves Athanase d'Alexandrie, un évêque nicéen en mauvaise posture face aux partisans de l'arianisme. Donc ça c'est un premier bloc, avec le fils aîné de Constantin. Il y a une partie centrale qui regroupe l'Italie, l'Illyrie, la Pannonie et l'Afrique. Elle est attribuée à Constance Ier, qui est le cadet des Césars installé à Milan, qui lui est un fervent défenseur du credo nicéen, et il est hostile tant aux donatistes qu'aux partisans de l'arianisme. Donc vous voyez, on a vraiment tout un bloc occidental qui va être pro-nicée. Et forcément, il y a le contrepoids, la partie orientale qui est dirigée par Constance II. Elle regroupe
l'Asie mineure, le Pont, la Syrie, la Judée, l'Égypte et la Mésopotamie. Et ce fameux Constance II est un défenseur fervent de l'arianisme, parce que justement cette croyance chrétienne est plus présente sur ces terres, dans un empire d'Orient qui est nettement plus christianisé que la partie occidentale. Alors, il y a peut-être, je me hasarde un peu, 20% de chrétiens à ce moment-là en Orient, peut-être 25, puisque ça progresse, tandis qu'il y a 5 à 10% de chrétiens en Occident. Bon, après, ce sont des chiffres qui sont estimés du temps de Constantin, ça progresse sous Constance II. Et puis, il y a une quatrième petite partie d'empire, qui est la partie balkanique, qui est dirigée par Flavius Dalmatius, et qui comprend la Macédoine, la Thrace et l'Achaïe pour province, avec Sardica pour capitale. Si Flavius Dalmatius est rapidement éliminé, assassiné par ses légions en faveur de Constance II, Constantin II est également mis hors jeu lorsqu'il envahit l'Italie pour faire valoir son droit d'aînesse. Constance Ier s'avère être une proie plus coriace que prévu, et le petit dernier de la fratrie tue son grand frère dans une bataille non loin d'Aquilée en 340. Il ne reste donc plus que 2 frères en lice pour la récupération de l'héritage constantinien, Constant Ier, qui pourra régner sur l'Occident depuis 1000 ans, jusqu'en 350, et Constance II, qui assoit son autorité durablement sur l'Orient, depuis Constantinople, jusqu'en 361. Au cours des 2 règnes conjoints, les frères évitent les conflits inutiles et multiplient les conciles religieux. Après celui de Nicée, en 325, on va pouvoir trouver le concile de Tyr, de 335, il y avait encore Constantin, où les arianistes obtiennent leur revanche. Il y a celui d'Antioche, en 341, qui condamne l'ancien sabellianisme, juste pour embêter les Nicéens. Et puis, il y a celui de Sardica, en 342, qui n'aboutit sur rien, hormis le fait que l'évêque de Rome commence à revendiquer la primauté romaine pour gérer les affaires religieuses. Bon, c'est la première fois où on commence à dire, tiens, l'évêque de Rome, il devrait avoir un poids moral plus grand. Mais ce n'est vrai que pour les Romains, ce n'est pas vrai en fait pour les Orientaux qui n'ont pas approuvé plus que ça. C'est juste pour vous dire que voilà, on est dans l'héritage constantinien et la question n'est toujours pas réglée, puisque justement, politiquement, on a des choix religieux qui sont opposés en termes de frères qui dirigent. Donc bien qu'étant contrasté, l'œuvre des 2 frères permet malgré tout de stabiliser l'Empire dans la pratique du culte chrétien, qui peut se diffuser, et le maintien de l'intégrité des frontières, puisque chacun va lutter sur un front éloigné de l'autre, et aucun des 2 ne va être tenté de vouloir se lancer dans une querelle fratricide. Néanmoins, l'Occident montre déjà des signes de faiblesse sur le long terme. Constant Ier, que je me trompe pas, vu qu'ils ont tous plus ou moins les mêmes noms, donc Constant Ier doit augmenter les impôts, ce qui est toujours impopulaire, quelle que soit l'époque, et il accroît la place des barbares dans l'armée, n'hésitant pas à les promouvoir à des postes importants, ce qui est certes une marque de confiance, mais va commencer à alimenter des courants anti-barbares dans l'Empire, qui jusque-là étaient assez tolérants. Il en résulte en 350 l'usurpation de Magnance, ou Magnance, qui sonne comme un avertissement, car Magnance est de parents lètes, donc barbares, et capitaine de la garde de Constant Ier, les fameuses scoles palatines, qui vont jouer comme un rôle de garde prétorienne. Et donc Magnance va préférer un retour en arrière en revenant à la religion traditionnelle gréco-romaine, preuve que l'Occident n'est pas complètement prêt à ce changement de mœurs et de croyances. Magnance va diriger la partie occidentale jusqu'en 353 et doit faire face à des usurpations de la dynastie constantinienne qui avait survécu au massacre de 337, tel Népotien qui gouverne Rome de manière éphémère, et une fois que Magnance est vaincu en 353 par Constance II, il se donne la mort. Et il va s'en suivre une période trouble entre 353 et 361, où l'Empire théoriquement réunifié, où Constance II pourrait gouverner seule, va finalement être secoué par de multiples tentations d'usurpation et de séparation. Constance II va essayer de s'appuyer sur ses cousins, tels le futur empereur Julien et Constantius Gallus. Mais les 2 vont tenter leur chance pour
conquérir le pouvoir. Et il y aura également d'autres prétendants au trône, ce qui fait que l'autorité de Constance II, si elle est quasiment incontestée en Orient, est tout de suite beaucoup plus fragile sur l'intégralité de l'Empire. Alors je vais pas trop détailler pour pas faire un épisode trop long, il est déjà fleuve, mais je vais juste rappeler que le futur Julien, qui sera connu sous le nom de Julien l'Apostat, va lui-même renoncer à la chrétienté, et bien sûr il ne mettra pas en question l'édit de Milan de 313. Et lui va diriger l'Empire, qu'il va réunifier à son compte, dans un monde partagé entre le polythéisme, l'arianisme et le credo nicéen. Donc dans les années 360, ce ne sera toujours pas réglé. Et donc Constantin, il a un héritage qui sera pérennisé, mais par l'œuvre de successeurs plus lointains. Son principal legs, c'est finalement d'avoir permis au christianisme de s'établir dans le paysage religieux. Mais le christianisme n'est absolument pas dominant à l'époque. Alors résumons pour cette conclusion, quel bilan dresser de ces 5 batailles qui ont modelé à la fois Constantin comme empereur et la chrétienté entre 312 et 324, 337, 360, ça dépend quelle frontière on donne à cette période. Eh bien, il y a un bilan géographique de taille, c'est la fondation de Constantinople, qui permet la création d'une ville toujours existante, que vous connaissez tous sous le nom d'Istanbul. L'antique Byzance prend donc une toute autre dimension et devient l'un des centres du monde romain. Deuxième point important, les empereurs romains devront à partir de cette époque tenter de fédérer le christianisme, ce qui va avoir une influence sur beaucoup de dirigeants qui tenteront d'être des guides religieux en plus d'avoir un pouvoir civil et militaire. Ce poids du religieux, qui n'existait pas dans la période hellénistique ou du Haut Empire, est caractéristique de l'Antiquité tardive, puis du Moyen Âge. Troisième point important, le dominat s'installe, hérité de l'ère de Dioclétien, confirmant la déchéance progressive de Rome et de son Sénat. La ville fondatrice de l'Empire régresse tellement qu'elle n'a même plus besoin du blé africain. L'Italie annonaire, au nord de la péninsule, lui suffit. Donc ça, c'est pour tordre le cou à l'idée que les barbares qui saccagent Rome en 410 et quelques mettent fin à une ère très glorieuse, ou celle que Constantin aurait affaibli Rome en fondant Constantinople. C'est vrai, une partie des Romains de Rome sont allés vivre à Constantinople, mais c'est pas la fondation de Constantinople qui a précipité le déclin de Rome. C'était déjà quelque chose qui était à l'œuvre sur une tendance longue. Quatrième point qu'il faut retenir, la chrétienté prend l'habitude de se réunir en concile pour définir ses bonnes pratiques liturgiques et ses dogmes sacrés. Même si à l'époque de Constantin et de ses fils rien n'était résolu entre donatistes, nicéens et partisans d'Arius, cela finira par aboutir, après bien des querelles, à la définition du christianisme des pères de l'Église en fin de IVe siècle. Cinquième point important à retenir, sur le plan militaire, la Légion s'organise en limitanei et comitatenses. Elle est alors au sommet de sa force. L'extension territoriale de l'Empire connaît un nouvel apogée. En effet, les frontières sous Constantin dépassent presque celles de Trajan. Voire la dépassent carrément si vous prenez en compte les alliés et le fait que Trajan, sa Mésopotamie, ça n'avait duré qu'une seule année. Enfin, la barbarisation progressive reste sous contrôle dans la Légion, et elle reste indispensable pour compenser le faible nombre d'hommes considérés comme citoyens romains. Je dis cela pour inscrire en faux une autre idée, suivant laquelle la barbarisation de la Légion était quelque chose qui aurait précipité le manque de loyauté de troupes ou la chute de Rome. C'est faux. C'était une étape nécessaire de la Légion qui manquait d'hommes, et les barbares de cette époque enrôlés dans la Légion étaient plutôt fiables. Autre point, pour parler urbanisme, l'Empire de cette époque n'est alors plus du tout centré autour de Rome. Désormais, des villes importantes comme Antioche, Alexandrie, Jérusalem, Carthage, Milan, Constantinople, Sardica, Trèves ou Auguste du Num vont jouer des rôles politiques, religieux et militaires importants.
Et enfin, l'un des derniers points, au niveau de la société, les mœurs évoluent. C'est-à-dire que les Romains que l'on va croiser à partir du IVe siècle, si on pouvait faire un voyage dans le temps, ne sont plus les mêmes que ceux du 1er ou du 2e, voire même du 3e siècle. C'est à un tel point que les combats de gladiateurs vont être petit à petit délaissés au profit des courses de chars dans les hippodromes. La population n'est plus constituée de citoyens ordinaires qui peuvent devenir chevaliers ou sénateurs, mais se constitue en société proto-féodale, non héréditaire, avec toujours dans le fond de la pyramide sociale des esclaves, puis des lettes, des colons, qui sont les futurs serfs, et il y a aussi, bien sûr, des propriétaires terriens qui sont obligés de fournir impôts et recrues, respectivement aux vicaires et ducs de régions administratives, qui sont désormais des diocèses. Et au contraire, tout en haut de la société, eh bien, la caste, on pourrait dire, pas une caste, on n'est pas non plus en Inde, mais la classe des sénateurs va s'éclater en plusieurs sous-couches, comme les clarissimes, les admirables, enfin les spectabiles, et les illustres, ou illustrissimes, qui vont former donc les couches stratosphériques de la société, et bénéficier de privilèges divers, dont des exemptions d'impôts, de fournitures de soldats, et parfois même d'une justice spéciale à leur égard, ce qui en fera une classe privilégiée, très riche, très influente, et donc menaçant parfois même le système d'approvisionnement en troupes et en impôts de l'Empire, si jamais ils acquièrent eux-mêmes trop de terres. Vous voyez un petit peu les dynamiques contradictoires entre l'obligation des propriétaires terriens de fournir impôts et recrues, et puis le fait que si jamais ces propriétaires terriens appartiennent à des classes comme les illustrissimes ou les clarissimes, je suis pas expert sur la prononciation de où est-ce qu'on met le issime, mais vous voyez bien que si jamais un illustre acquiert des terres et qu'il est exempté de ses obligations ou de ses devoirs envers l'État, eh bien ça ne marche plus, tout ce système d'approvisionnement. Mais je n'aimerais pas non plus basculer dans un argumentaire qui dirait que ça serait de la faute des plus privilégiés, que l'Empire romain se serait affaibli puis effondré. Je dis juste que c'est une sorte de dialectique, une sorte d'évolution possible, de menace possible, et que le système n'était pas parfait. Et donc de ce point de vue, ces 5 batailles qui ont permis à Constantin et à ses successeurs d'accéder au pouvoir pendant si longtemps ont été décisives, puisqu'elles ont complètement transformé l'Empire romain sur le plan politique, financier, vu que j'ai pas reparlé encore du solidus, mais il a été inventé à cette époque, religieux, militaire et civil. Grâce à lui, l'Empire romain, peut durer au moins jusqu'aux années 360 et sortir durablement d'une situation de crise qui n'était toujours pas résolue sous Dioclétien. Ce bas empire romain partage déjà beaucoup de traits avec un État médiéval, bien qu'il soit plus structuré. Néanmoins, si vous le voulez, nous pourrons consacrer d'autres épisodes à cette période trouble des années 360, à Constance II, à Julien l'Apostat, puis à la dynastie valentinienne, puis théodosienne, qui, elles, ont pu consolider cet héritage de Constantin, puisque celui-ci demeurait encore très fragile avant 395 et la dernière réunification de l'Empire romain. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le sujet, du moins tout ce que je pouvais faire en moins de 2 heures. Je vous remercie de m'avoir écouté, et j'attends avec impatience vos commentaires, vos suggestions, vos critiques, enfin tout ce qui fait que cette chaîne, lorsqu'elle s'occupe d'histoire, reçoit, un intérêt de votre part et une sorte de co-construction dans les sujets que je peux aborder. Je vous dis merci et à bientôt.